Aujourd'hui, on accueille Célina Vision. Comment est-ce que tu décris en fait ton métier? Je dirais que je suis entrepreneuse et créatrice de contenu. Quand t'as personal branding plus prospection, c'est inarrêtable. 95% des blocages qu'on a, c'est toujours lié au regard des autres. Et puis un jour, j'ai eu mon premier vrai gros client qui a changé ma vie. Ça allait très vite parce qu'en fait, j'ai cartonné et je lui ai apporté des énormes résultats. Et 10-15 000 euros au bout d'un mois. Pour moi, le vrai problème de tout l'entrepreneuriat ou la société, c'est vraiment que les gens... Le premier mois sur Twitter, je crois que j'avais fait 6 ou 8 000 euros de vente. J'étais tellement stressée et justement en train de chuter de mes clients que je te jure, anecdote vraie, j'étais à l'hôpital sous morphine, on allait m'emmener en bloc et j'étais là en train de répondre à mes clients et d'envoyer un post sur Instagram. Solo Créa. Dans la création de contenu sur Internet, nombreux sont ceux qui sont partis de zéro et ont dû apprendre leur métier sur le tas en affrontant le doute, les galères et les incertitudes. Je parle bien sûr des créateurs et des créatrices de contenu sur les réseaux, mais aussi de tous les métiers qui les entourent, que ce soit les monteurs vidéo, les graphistes, les auteurs, rédacteurs et j'en passe, tous se sont lancés un jour pour créer leur propre métier. Dans Solo Créa, je te révèle le parcours, les apprentissages, conseils et méthodes de celles et ceux qui ont transformé leur créativité en carrière, et ce en autodidacte. Je m'appelle Adam Hassan, j'aide les créateurs et les freelances des réseaux à développer leur carrière avec ma société Creative Group, et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. J'avoue, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une intro? On a commencé. Non, je te souhaite quand même la bienvenue, Céline. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Merci à toi. On commence un peu sur les chapeaux de roue pour le contexte, puisqu'on est arrivé méga à la bourre, mais ça va quand même être un super épisode. On n'a pas eu le temps de prendre des nouvelles l'un de l'autre, mais on a tout l'épisode pour le faire finalement, puisque ça va être méga intéressant. Et comme je le disais également juste avant qu'on commence, je suis extrêmement heureux de te recevoir, je viens de le dire, mais aussi un peu embêté, puisqu'en même temps, t'es un peu le cobaye finalement du podcast pour l'instant, parce que t'as un peu une double casquette. Pour le redire à vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, sur Solo Créa, mon but c'est d'inviter des créateurs et des créatrices de contenu qui vont pouvoir partager, on va dire, leur avis et leur quotidien sur la manière dont ils vivent en fait des différents réseaux sociaux, ou des personnes qui travaillent avec ces mêmes créateurs et créatrices, donc les monteurs, les graphistes, les auteurs et tout ce type de personnes, les commerciaux, les managers de créateurs. Et en fait, toi, en résumé, t'es à la frontière, on va dire, de la création de contenu et de l'accompagnement, on va dire, des créateurs, donc ceux qui font ça, on va dire, à plein temps, dont c'est l'activité. T'as d'ailleurs pas mal pivoté dans tes activités depuis 2020-2021, je sais plus exactement, tu vas me raconter quand est-ce que tu t'es lancé exactement et un peu ta stratégie actuelle et comment est-ce que t'en es arrivé là. Mais voilà pour l'introduction et pour le contexte, donc ça risque d'être un épisode un peu plus décousu que les autres, que je vous invite à aller écouter et regarder. Mais aujourd'hui, on accueille Célina Vision avec nous. Comment est-ce que tu décris en fait ton métier aujourd'hui? Parce que du coup, j'ai pas osé le faire, t'as vu? Ouais, c'est compliqué. Comment est-ce que tu te décris en fait quand tu dois te présenter au niveau de tes activités professionnelles et est-ce que tu peux te présenter tout court finalement? Eh ben déjà pour commencer, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être sur ton podcast et tout ce nouveau concept qui je pense va faire beaucoup de bien. Alors pour me présenter, comme tu l'as vu, c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup de mal à me présenter, mais si je devais vraiment me présenter, on va dire de manière globale, je dirais que je suis entrepreneuse et créatrice de contenu. Du coup, ce qui fait que... Donc t'es quand même, donc t'es pas à la frontière, t'as juste un pied dans chaque, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Et du coup, peut-être qu'on en parlera après, mais c'est un peu le débat de trouver l'équilibre, etc., vers quoi je veux plus me... Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais du coup, donc ouais, dans l'entrepreneuriat, j'ai plusieurs casquettes. Peut-être qu'on en reviendra après, mais donc j'ai commencé, j'étais community manager. Ensuite, j'ai monté mon agence, donc je suis passée en gérante. Ensuite, je suis devenue coach. Ensuite, je suis devenue formatrice et consultante. Et au niveau de la création de contenu, donc au début, j'étais sur Twitter. Je suis toujours sur Twitter. Et j'ai commencé à faire un pas sur YouTube. J'ai un petit peu reculé, je vais reprendre. Du coup, voilà comment je me présenterai. Et de manière générale, donc j'aide les entrepreneurs, les créateurs et les dirigeants à développer leur personal branding de manière impactante pour attirer les clients à eux ou pour devenir reconnus dans leur domaine. Très clair. Bah écoute, je pense que c'est ça le mot-clé à retenir au final, c'est personal branding. Ouais. Vu que sur le podcast, habituellement, on reçoit des créateurs, encore une fois, ou des gens qui travaillent directement sur la création de contenu, on va dire, dans le divertissement, par exemple, ou la création de contenu, on va dire, pure. Toi, tu accompagnes aussi, et même surtout, j'ai l'impression, en fait, des entrepreneurs qui veulent, du coup, ajuster leur positionnement. Comment est-ce que tu définis un peu le personal branding pour... c'est un peu un mot valise, tu vois, qu'on entend, c'est devenu un peu mainstream, tu vois. Là, moi, je déteste dire ce mot maintenant. Ouais, c'est que maintenant, ça me saoule d'avoir cette étiquette. Ouais. J'avais vu un post que tu avais mis où depuis 2022 ou 2023, en fait, maintenant, tout le monde réemploie ce terme. Et là, 2024, bientôt 2025, j'en peux plus de ce mot. Genre, tu sais que je pense que je vais bientôt faire une vidéo en disant le personal branding est mort, alors que je suis madame personal branding. Mais comment je le résumerais? Tout simplement, le personal branding, c'est créer une image de marque autour de soi.
Donc, c'est vrai que majoritairement, j'accompagne plutôt des entrepreneurs, donc plus sur une partie business. Enfin, on quittera. Pour eux, l'objectif, c'est plutôt... en tout cas, moi, la promesse que je leur délivre et l'angle que je prends avec eux, c'est d'attirer les clients à eux. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment travailler leur image pour la crédibilité, la légitimité, etc. Et puis, j'ai aussi des entrepreneurs qui sont plus avancés, qui là, ont peut-être pas forcément envie, ils n'ont pas besoin d'attirer les clients à eux, mais plutôt de devenir reconnus dans leur domaine, de devenir une référence numéro 1, d'améliorer leur image. Et j'ai aussi une partie de plus en plus nombreuse qui va être tournée vers les créateurs. Donc, vraiment travailler leur image, les faire connaître auprès du bon public. Parce qu'on rentre aussi dans une ère où, on va peut-être en parler, mais que ce soit les entrepreneurs ou les créateurs, ils cherchent de moins en moins forcément la quantité, mais surtout la qualité. Et donc, c'est là où j'interviens. À quel niveau ? Au niveau de leur contenu ou au niveau de leur audience, tu veux dire ? L'audience. Okay. Moi, je sens que, il y a toujours des personnes qui veulent toujours faire beaucoup de vues et ce genre de choses. Mais en tout cas, personnellement, moi, les clients que j'accompagne et comment le marché... Pourquoi tu souris ? Parce qu'en fait, j'ai reçu hier Aurélien Froissart qui détient le record du 4e maintenant réel le plus vu de l'histoire d'Instagram. Il a fait 300 millions de vues. Et lui, son goal, c'est juste faire le plus de vues possible. Et en fait, il fait du contenu, il fait des pranks en piano dans les gares où il est trop fort. Tu vois, c'est un pianiste professionnel, etc. Du coup, je souriais parce que, parce que lui, c'est l'extrême inverse. Tu vois, il cherche le plus gros reach, il a une audience internationale. Mais en réalité, t'as raison, la majorité des gens... en tout cas des gens qui publient sur les plateformes, quand je dis gens, c'est les créateurs ou les entrepreneurs du coup, cherchent en fait à avoir une audience la plus qualifiée. Soit de plus en plus en tout cas. Parce que quand t'es entrepreneur, tu cherches à avoir pas forcément des centaines de milliards de vues si elles te rapportent rien. Quand t'es entrepreneur ou que tu vends des services ou des produits, tu préfères avoir 1000 vues qualifiées que 1 million non qualifiées, quoi. Après, il y a quand même des entrepreneurs aussi qui veulent des vues, mais dans ce cas-là, en fait, il y a beaucoup de cas, ils sont pas 100% honnêtes avec eux-mêmes parce qu'en fait, ils veulent pas vendre, ils veulent être connus, tu vois. Donc, c'est plus leur ego qui va parler, ce qui est totalement OK. Mais du coup, voilà. Plus, personal branding, image de marque et selon la situation de la personne, on va adapter le positionnement et l'angle. OK, très clair. Bah écoute, on disait en intro du coup que tu avais un pied dans chaque parce que du coup, vu que tes services aujourd'hui, c'est le personal branding, tu es obligé de montrer l'exemple. Ouais, exactement. Donc tu crées aussi du contenu, mais en réalité, si on veut... parce que du coup, encore une fois, l'idée ici étant d'accueillir des gens qui vivent des réseaux sociaux. Aujourd'hui, toi, le gros de tes revenus, en fait, c'est quand même du service aux créateurs ou aux entrepreneurs, plus que la création de contenu. Je veux dire, c'est pas tes posts qui te permettent de vivre aujourd'hui. Ah oui, non. Mes posts m'attirent les clients. Voilà. Quand je vois les stats, je pense vraiment j'ai 80%, 90% de ma clientèle qui vient de mon contenu. Ouais. Donc c'est que de l'inbound entre guillemets, donc tu vas pas aller prospecter, chercher des clients. J'ai toujours jamais prospecté. Voilà. Tous les indépendants et indépendantes qui nous écoutent, vous connaissez ce truc-là quand vous êtes freelance ou autre. Je sais qu'il y a beaucoup de monteurs vidéographistes, etc. qui nous écoutent. Il y a toujours ce truc de devoir aller chercher des clients. Et donc toi, ce que tu peux proposer aux gens qui nous écoutent, comme par exemple si vous êtes monteur, quel que soit votre métier en fait, que vous vivez sur les réseaux et que vos clients sont sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, vous avez ce truc de devoir aller les contacter en DM, etc. pour trouver de nouveaux clients en permanence. Et le personal branding, en fait, c'est ça que tu vends finalement. Ouais, 100%. C'est le fait de plus avoir à démarcher ses clients et le fait que les clients viennent à toi. Ouais. Alors après, tu vois, il y en a dans le business qui vont dire non. Et je suis d'accord dans le sens où il faut multiplier le plus de sources d'acquisition clients possible. Mais dans mon cas, moi, quand je me suis positionnée, en fait, je suis juste partie de mon expérience j'ai jamais prospecté, je vous montre comment je fais. Et je me suis inscrite à un moment où, et c'est toujours le cas, mais particulièrement en 2022, où il y avait de plus en plus... J'ai une audience qui est plutôt introvertie, donc c'est des personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller prospecter, qui n'osent pas, ils ont pas mal de barrières, etc. Donc je leur ai proposé une solution alternative, on va dire, au niveau du personal branding et du contenu, donc vraiment d'attirer les clients à soi, une méthode plus douce, et qui marche de plus en plus, parce qu'en 2024 et bientôt 2025, les gens sont bombardés de prospection. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prospecter, parce que j'ai des clients qui prospectent, et du coup, quand tu as personal branding plus prospection, tu es inarrêtable, quoi. Ouais. Donc voilà, moi, ma méthode, c'est plus personal branding, mais si on combine les deux, c'est extrêmement puissant. C'est marrant que tu dises que ta communauté est introvertie, parce que moi, j'estime faire partie de ta communauté. Pour le contexte, on a travaillé ensemble quelques mois l'année dernière, du coup, pour travailler mon personal branding, justement. J'ai pas pu continuer, malheureusement, mais c'était une très bonne expérience que je recommande. mais en fait, moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que j'ai pas peur du tout d'aller prospecter, mais par contre, poster... Je trouve que c'est un exercice qui est plus difficile, tu vois. Ouais, mais de toute façon, il y a toujours des blocages. En ce moment, je suis à fond dans ça. Et je me rends compte, c'est fou à quel point 90-95% des blocages qu'ont les gens, qu'on a, peu importe le niveau, c'est toujours lié au regard des autres, de près ou de loin. Toujours.
C'est une dinguerie. C'est vrai. Fact. Non, mais vraiment, Ouais. toujours. Même quand t'as l'impression que c'est pas lié au regard des autres, c'est toujours lié au regard des autres. J'aimerais beaucoup qu'on parle, parce qu'en fait, finalement, le personal branding, j'ai l'impression, enfin, si je synthétise aussi un peu ce que tu as dit, c'est que finalement, le personal branding permet de trouver des clients, donc sans avoir prospecté, certes, donc manuellement ou pas manuellement, etc. Mais c'est aussi le grand enjeu, on va dire, de faire de l'organique versus du paid, comme on dit, enfin, de Ouais. l'acquisition payante versus organique. Du personal branding, ça veut dire qu'on crée du contenu de manière organique, donc comment tu le définis, tu sais quoi, je te laisse le définir, mais comment tu défends l'organique versus le paid? Parce que je sais que toi, tu as lancé du coup une formation où, enfin, tu as fait un lancement sans paid, ce qui dans le game de la formation n'existe pas, enfin, c'est un achievement, enfin voilà, je veux dire, ça arrive jamais, enfin, je veux dire, moi je connais personne qui fait de la formation, on va dire, sans faire de l'ad payante, tu vois. C'est fou. Souvent, les gens combinent les deux, aujourd'hui. Mais donc du coup, comment est-ce que tu vois un peu question large, ouverte pour toi, mais comment est-ce que tu vois l'organique versus le paid et pourquoi tu préfères l'organique? Puisque je sais que tu préfères l'organique. Bah, en fait, encore une fois, en fait, il n'y en a pas un qui est meilleur ou moins... Enfin, en fait, ça dépend de sa situation, ça dépend de sa personnalité, ça dépend de ses ressources aussi, beaucoup. L'organique, moi, personnellement, c'est ce que j'ai toujours privilégié pour mes business parce que c'est là où je me ressens le plus et je peux pas faire un business où je suis pas à l'aise. Tu vois, genre moi, personnellement, aller démarcher des gens en masse, etc., c'est pas quelque chose avec lequel... Enfin, je serais pas à l'aise avec ça. Mais ça veut pas dire que c'est pas mauvais, ça veut pas dire que je ferai jamais de prospection ou de publicité. C'est juste, je pense que c'est vraiment une question de personnalité, de ressources. Comme tu l'as dit, j'ai sorti un programme et j'ai toujours pas fait... tu sais, franchement, il y en a beaucoup qui me disent que je crache sur l'argent, mais c'est pas faux parce que j'ai sorti un programme, j'ai pas fait de lead magnet, j'ai pas fait d'ads. Ah oui, même en Ah oui. organique. Ok. Ah mais non, moi c'était vraiment vraiment simple. Est-ce que tu peux définir lead magnet pour Ah, ceux qui ne savent ok. pas ce que c'est? Un lead magnet, c'est une ressource qu'on va offrir gratuitement à notre audience. Donc ça peut être un e-book, ça peut être une vidéo, ça peut être un questionnaire. Enfin, voilà, c'est ce qu'on voit toujours sur les réseaux, sur les petites vidéos YouTube. Ouais. Si ça t'intéresse. Sur Twitter, beaucoup. Ouais, aussi. Et ça, jusqu'à présent, j'ai pas fait. Donc ça veut pas dire que j'en ferai pas, parce qu'à un moment, il va bien falloir aussi que je structure et que je développe un peu plus. Mais voilà, que ce soit l'organique ou... C'était quoi les deux comparaisons, organique et ads? paid. En fait, il y a Paid, trois ouais. grands piliers, parce que du coup, tu es revenu sur la prospection aussi. Mais donc, Ouais. aujourd'hui, si vous êtes freelance ou vous avez une entreprise où voilà, vous vendez des produits, des services, vous avez trois manières d'acquérir des clients. Soit en prospectant, donc en allant chercher manuellement vous, vos commerciaux, en fait, vos clients, soit en créant du contenu organique, donc que vous allez poster sur vos plateformes, notamment en développant par exemple votre personal branding ou juste votre marque de manière générale, si c'est le compte de votre entreprise par exemple, ou du Les contenu ads. que vous poussez, donc les ads, les publicités, donc du contenu que vous poussez en les sponsorisant finalement, en fait, en payant sur les plateformes, quoi, Facebook Ads, etc. Ouais, et du coup, pour revenir sur les trois, en fait, encore une fois, ça dépend. Organique, c'est génial parce que pour moi, c'est l'investissement le plus rentable et le plus puissant parce que ça se multiplie avec le temps. Ouais. Mais c'est le plus long. C'est le plus long et c'est assez... Ça peut être chiant pour certaines personnes. Ça demande le parce plus que d'efforts. En fait, il y a toujours ça ce demande truc beaucoup en fait, l'arbitrage généralement. Exactement. C'est que l'ADS, quand tu as un peu de budget en tout cas, le fait de payer de la publicité sur Instagram par exemple, ça va beaucoup plus vite. Tu as un retour, tu as un feedback en fait immédiat de est-ce que ton offre elle est bien ou pas, etc. 100%. Versus quand tu pars de zéro, monter une personal brand, entre guillemets, ça peut paraître l'Everest, tu vois, versus 100%. en fait, je peux mettre 1000 balles d'ads et tester mon offre, tu vois. C'est pour ça que tu vois, quelqu'un qui démarre de 0-0, je vais pas lui dire fais forcément ta personal brand tout de suite. Ouais, teste d'abord ton offre, etc. Ouais, 100%. Moi, j'ai eu l'opportunité, enfin, j'ai eu la chance de jamais avoir eu à prospecter, mais quelqu'un qui démarre de zéro, forcément, va contacter des gens. Après, les ads, forcément, ça peut être très efficace, mais il faut du budget. Et la prospection, faut prendre du temps. C'est complexe aussi, parce que tu peux te prendre des vents, mais tu peux plus... comment dire, personal branding, c'est quand même assez aléatoire. Tu vois, tu sais pas forcément si tu vas vendre la semaine prochaine. Si tu prospectes 1000 personnes, forcément, tu as quand même des probabilités d'avoir des réponses. Et ads, là, c'est un peu plus comment dire, certain, enfin, je sais pas comment dire. Donc, c'est trois méthodes différentes. Je pense que ça dépend beaucoup de la situation et de la personnalité de chacun. Après, encore une fois, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Le mieux, c'est tous les combiner, on va pas se mentir. Mais ouais. Bon, on pourra pas dire que tu prêches ta paroisse parce que là tu viens littéralement. Moi je voulais en te posant ces questions-là que tu dises le personal branding c'est la meilleure solution. Mais non, mais pour telle moi... raison, là tu viens littéralement de dire l'inverse. Tu viens de dire le personal branding c'est aléatoire, la prospection c'est mieux et là c'est encore mieux. Non mais c'est juste mais que... en vrai t'as raison et ça prouve que t'as vraiment une approche on va dire sincère du truc. Ouais, il faut être sincère. En fait pour moi le personal branding encore une fois c'est ce qu'il y a de plus puissant parce qu'en fait le personal branding tout le monde c'est plus durable en fait aussi. C'est ta réputation.
Ouais. C'est tu construis ta réputation. Et pour moi, il n'y a rien de plus puissant qu'une réputation. Parce que en fait, derrière ta réputation, il y a ton image, il y a la confiance que tu vas délivrer, il y a tous les clients que tu vas attirer, mais il y a aussi toutes les opportunités, les gens que tu vas attirer, le réseau que tu vas créer. Enfin, c'est pour ça que pour moi, le personal branding, c'est très puissant parce que ça dépasse ce que tu imagines de base. Ouais. Tu vois. Est-ce que tu peux citer quelques exemples de personnalités qui ont un personal branding que tu trouves admirable, on va dire, ou en tout cas très efficace? Comme ça, parce que là, du coup, on vient de théoriser un peu tout le truc, mais comme ça, les gens peuvent se rendre compte, tu vois, des gens potentiellement on peut connaître. Il y en a tellement. Ouais. Mais déjà, dans mon approche, alors, c'est pas une étude, hein, c'est moi qui a structuré ça, mais pour moi, il y a 3 types de personal branding. Tu as ce que j'appelle le personal branding business. Donc là, c'est vraiment les personnes qui communiquent pour partager leur expertise. Donc, tu vois, ça va être des personnalités comme Elon Musk, Ronaldo, Rihanna. La fameuse expertise d'Elon Musk sur Twitter. Mais là, parce que, alors lui, en fait, pardon. Tu vois, là, je vais présenter les 3 personal brands que moi je définis, mais forcément, c'est pas parce qu'il y en a un qui est dans la première catégorie qu'il n'a pas les 2 autres. Et Elon Musk, il a un peu tout, mais majoritairement, il va utiliser son personal branding pour partager sa vision des choses. Ouais. Donc, pardon, t'as dit première personnalité, premier type de personal brand business. Et les 2 autres, c'est quoi? Alors, le deuxième, ce que j'appelle plutôt l'image, donc personal branding image. Donc là, ça va être, par exemple, les personnes qui vont communiquer à travers leur storytelling. Donc, tu vois, là, ça va être des Lena Situation, ça va être des Beyoncé, ça va être... qu'est-ce que je pourrais dire C'est de l'esthétique, du coup, ou quand tu dis l'image? Storytelling. Storytelling, ok. Ouais, ceux qui utilisent vraiment le storytelling dans leur communication. Tu vois, par exemple, Yomi Denzel, lui, s'est beaucoup fait connaître avec son storytelling de étudiant fauché à millionnaire, etc. Ouais, ok. Ça, c'est ce que j'appelle plutôt la personal brand image. Macron, par exemple. Et enfin, il y a la personal brand, comme ça, ils ont des exemples différents. Vous avez plein d'exemples. Et il y a la 13e personal brand que j'appelle communautaire, où là, c'est vraiment, tu utilises ta brand et ton image et ta communication pour transmettre tes convictions. Donc, tu vois, c'est genre tes Squeezie, tes Amixem. Exactement. Voilà. Exactement. Et des Trump, des Kanye West, etc. Tu vois. Donc, pour moi, tu as 3 types de brands. Et dans les 3 brands, forcément, je peux te dire des personnes que je trouve qu'ils ont une très, très bonne image. Donc, ce serait difficile à dire parce que ça dépend vraiment. On peut reprendre un peu les exemples qu'on a cités là. Elon Musk, qui coche les 3 cases du coup. Oui, parce que lui, il a un peu tout, mais majoritairement, sa brand est quand même tournée autour de son business. Tu vois, il va pas parler de ses gosses ou. Tu vois. Oui, il y a toujours un penchant majoritaire, mais voilà, en Squeezie, par exemple, c'est très communautaire. C'est-à-dire qu'on l'attend pas forcément, effectivement, sur des posts LinkedIn business. Ouais, exactement, tu vois. Mais d'ailleurs, il n'y a pas forcément de storytelling non plus. Là où Lena, par exemple, voilà, c'est... Très storytelling. Après, ça veut pas dire, tu vois, qu'ils utilisent pas les 3 codes, mais c'est vraiment en majorité. Il y en a un majoritaire à chaque fois, quoi. Exactement. Pourquoi en fait, c'est vraiment la question de pourquoi tu as envie d'être reconnu. Et tu vois, moi, par exemple, mon personal brand, il est très business parce que j'ai pas envie que les gens ils connaissent ma vie privée. Donc, je suis très orientée expertise et compétences. Donc, il y en a qui vont trouver ça ennuyant, mais c'est une façon pour moi de me protéger d'une certaine manière. Et c'est mon choix. Tu vois, il y en a, ils vont vouloir être plutôt reconnus pour leur histoire. Donc là, ça va être plutôt image. Et d'autres pour leur conviction parce qu'ils ont un engagement qui est fort et ils veulent être reconnus pour. Donc voilà, c'est un peu ce que je distingue. C'est méga intéressant. Et comment tu aides, enfin comment est-ce que tu conseilles les gens en fait pour choisir, parce que du coup moi ou alors peut-être tu me l'avais dit, j'avais oublié. Non, encore une fois, il y a pas longtemps. Tu m'avais coaché il y a 1 an, on a fait des sessions et tout, et voilà, tu l'as théorisé entre temps, du coup ça me rassure. Mais donc comment typiquement si moi mettons ou je sais pas des gens qui nous écoutent qui proposent des services aujourd'hui qui ont besoin tu vois d'être visibles sur les réseaux doivent choisir en fait parmi ces 3 piliers, en fait comment c'est quoi le point de départ si on prend toutes les bases là t'as expliqué en fait qu'est-ce qu'une personal brand, quels sont les différents types, comment quand tu pars de zéro comment tu démarres en fait c'est ma partie préférée. Tu vois, dans mon programme et quand j'accompagne mes clients, il y a une énorme partie d'introspection où en vrai, 70% de mon job, c'est d'être psychologue. C'est vraiment d'aller comprendre le profil type des personnes et vraiment d'aller déceler leur désir profond, ce que j'appelle vraiment désir profond. Et du coup, en fonction du désir profond, on va adapter à la communication. Donc, pour ceux qui débutent et qui aimeraient voir... parce que, en fait, tu vois, le personal branding, c'est récent et du coup, il y en a beaucoup qui se sont mis sur les réseaux, qui sont exposés et qui n'ont pas de ligne directrice claire. Et du coup, il y a un moment où ils se disent, mais... qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce qu'il faut que je raconte ma vie privée? Est-ce qu'il faut que je fasse des études de cas? Tu vois, des fois, il y en a qui se perdent parce qu'il manque de ligne directrice. Surtout qu'on voit toute la journée, en fait, des posts qui marchent dans toutes les thématiques différentes. Où on se dit, on a envie de faire ça. Il y a beaucoup de bruit, en fait, où tu te dis, j'ai envie de... Tu vois un post lifestyle, tu te dis, il faut que je fasse des posts lifestyle. Le lendemain, tu vois, voilà.
C'est Alors compliqué, que en fait. c'est tellement important pour moi que tout parte de soi et de sa personnalité. Donc, Que ce soit cohérent, en fait. ouais, exactement, qu'on parte vraiment de sa personnalité. Alors après, nos personnalités sont plus complexes que juste dire je suis ça et je suis ci. Mais le but, c'est de trouver, comme tu l'as dit, de la cohérence. Donc, ça va vraiment partir, encore une fois, de ses désirs et de son objectif. S'il y a des monteurs ou des graphistes qui regardent la vidéo et qui veulent utiliser les réseaux pour trouver des clients, bah forcément, vous avez la réponse. Personal Brand Business, vous prenez même pas la tête à essayer de vous dire peut-être qu'il faut que je partage ma vie ou je sais pas quoi. Non, partagez vos connaissances, vos compétences. Ça veut pas dire que vous allez pas partager des bouts de votre histoire. Parce que tu vois, pareil, il y a souvent ce truc où il y en a plein qui disent personal branding, il faut que je raconte ma vie perso. Non, il faut que tu racontes ta vie pro, tu vois. C'est ça la différence. Donc voilà, en fonction de son objectif et de sa vision, je pense que c'est important aussi pourquoi tu es sur les réseaux. Tu vois, dans mon cas, par exemple, donc comme je t'ai dit, moi, j'ai plutôt une personal brand business. Parce que en vrai, si j'avais pas mon business, je m'exposerais pas, tu vois. Genre, c'est pas mon délire de m'exposer, c'est pas un c'est peut-être un bon moyen, ça, de choisir son Pokémon, en fait, parmi les trois. Au début, c'est de se dire, en fait, pourquoi est-ce que je dois le faire ? Enfin, pourquoi est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui ferait que je n'aurais pas à le faire plus tôt ? Donc voilà, voilà, on reprend l'exemple de Squeezie, si lui devait répondre à la question, c'est lui, il voulait... Enfin, il a une communauté, on va dire, c'est ça, on va dire, son... Ouais. Réunir les gens. Ouais, réunir les gens, exactement. Il n'y a pas de... Enfin, c'est devenu son business, etc., évidemment, mais je veux dire, en gros, c'est comme ça que tu peux répondre à la question. Quoi. Exactement, vraiment ce qu'il y a dans tes tripes, entre guillemets, de pourquoi tu aurais besoin de t'exposer, et pourquoi tu as envie d'être reconnu, et pourquoi tu as envie d'utiliser ta parole, etc. Et puis que ça colle avec sa personnalité. Après, ça peut évoluer parce que, tu vois, par exemple, Squeezie, alors je sais pas si... Parce qu'encore une fois, c'est ma théorie, hein, donc je pense pas que son équipe s'est posée et s'est dit tac, tac, tac. Oui. Mais quand il a fait sa pause cette année, là, Squeezie, il est vachement en train de changer de direction de communication. Ouais, de ouf. Ouais. Tu le ressens. Et il y a 1 an, il avait plutôt un personal brand d'image. Et ça se voit que ça lui allait pas. Et c'est pour ça que là, depuis avec ses posts Insta, genre avec des marques de luxe, etc. Enfin, il y a eu un gros shift à un moment. Même les vidéos YouTube, je pense. Même YouTube, ok. Ouais, je pense. Je trouve que ça se ressent beaucoup, en tout cas, depuis qu'il est revenu en fait, je pense que pendant longtemps, il s'est peut-être rendu malheureux à essayer d'être lisse parce que il était connu, etc. Donc, personal brand image. Alors que lui, ce qu'il voulait, c'était juste transmettre plus communautaire. Je comprends, mais j'ai du mal à comprendre en fait donc la personal brand image, c'est storytelling, on est d'accord ? Oui, après c'est très subtil, hein. Oui, voilà. C'est vraiment très subtil. C'est ce qui moi me permet en tout cas de faire un travail le plus précis possible avec mes clients, mais c'est de la subtilité, c'est vraiment personal brand image, c'est lui, tu vas plutôt travailler ton image, ton storytelling, comment tu te présentes, et personal brand communautaire, c'est plutôt les idées que tu vas partager, les prises de position que tu peux prendre, les centres d'intérêt que tu vas partager. Tu vois, c'est plus tourné dans le partage. Avec là des fortes prises de position, entre guillemets. Oui, plus ou moins, parce que tu vois, personal brand... Putain, j'ai du mal, désolé. T'inquiète. Personal brand communautaire, je mets du Squeezie, je mets du Kanye West, du Trump, ils n'ont rien à voir ensemble, les trois. Il y en a, c'est un curseur. Trump, Kanye West, ils vont être plutôt bonne prise de position. Squeezie, un petit peu moins. Même Inox, je le mets dans communautaire, tu vois. Parce qu'il y a le côté partage sans intérêt. Ouais, en fait, ce que je comprends en tout cas d'une personne brand communautaire, c'est que tu suis la personne pour ce qu'elle est dans sa personnalité. Dans sa personnalité, et qu'en fait, et le gros avantage en fait de ça versus des gens qui ont versus une personal brand d'image ou de business, c'est qu'en fait demain un Squeezie ou un Inox, il peut vendre aussi bien des canettes que des 100%. Vêtements, que des vidéos. En fait, les gens vont suivre quoi qu'il fasse. Ouais. Enfin, évidemment, pas quoi qu'il fasse. Je dis pas que tout le monde est stupide, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'attache à des personnalités. Moi, le premier, si Inox, demain, il parle d'un truc qui a rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude, je vais être intéressé, je vais regarder. Là où, je sais pas, Macron, il lance une BD, je vais pas aller regarder, tu vois. Alors que Inox, il lance une BD, je vais aller regarder. Oui, en fait, c'est exactement ça. Si on devait résumer, en tout cas, ma théorie, c'est personal brand business, c'est ton cerveau. Personal brand image, c'est ton histoire. Et personal brand communautaire, c'est ta personnalité. Voilà. Si on peut un peu catégoriser. Fin du podcast, merci. non, mais c'est très clair. Merci beaucoup. On a fait, on a une bonne, on a creusé, on allait deep direct dans le truc, mais je pense que c'est méga intéressant et très inspirant pour tous ceux qui, parce qu'en fait, je pense que tout le monde a vu passer des milliards de fois maintenant, je pense, ce mot sur les réseaux avec des gens qui disent de le faire, mais en fait, sans savoir vraiment par où commencer. Donc voilà, je pense que là, t'as posé les bases, ta street cred est en place. Et puis surtout, si vous êtes sur les réseaux pour le business, vous prenez pas la tête, hein. Vraiment. Vous dites pas, faut que je sois un giga créateur de contenu, etc. Non, si vous y allez pour trouver des clients, les bases, c'est vous parlez de vos connaissances, vous partagez vos études de cas, les témoignages clients.
pas besoin de trop s'éparpiller. Et puis après, on évolue. Faut pas non plus aussi trop se brider sur ok, je prends cette Pas s'enfermer décision, non plus, quoi. cette direction, et je changerai jamais. Non, non, pas du tout. Ok. Est-ce que, du coup, comme je disais, voilà, on est parti, on a mis les 2 pieds dans le plat direct. Est-ce que tu pourrais revenir, nous réexpliquer en fait ton parcours, comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce que tu t'es réveillé un beau matin et tu t'es dit tiens, je veux faire que ça, être psychologue et faire ça, tu vois? Non, mais est-ce que tu vois, je travaillais dans la personal brand, aider les gens dans cette thématique-là. Je sais que tu as commencé en tant que community manager, si je dis pas de bêtises, mais après c'est allé assez vite et tu as fait plusieurs pivots. Enfin voilà, tu as dit beaucoup de choses en intro, mais est-ce que tu peux réexpliquer un peu le cheminement? Pour moi, en fait, je trouve que, c'est pour ça que je voulais t'inviter. Et voilà, je te remercie encore d'être là. Je pense que c'est vraiment méga inspirant pour beaucoup de gens qui écouteront. C'est gentil. Mais t'as le profil parfait, tu vois, de la débrouillarde d'Internet. C'est-à-dire que t'es aujourd'hui, t'es à ton compte. Je sais pas si tu veux partager un peu, soit des chiffres, soit, je sais pas, dans ton équipe combien vous êtes aujourd'hui, mais voilà, un peu où t'en es finalement d'un point de vue carrière et business. Mais t'as clairement pas commencé comme ça, tu vois. Je dirais, t'as eu cette phase un peu de doute, etc. Donc, est-ce que tu peux revenir à ce que tu faisais avant de travailler sur Internet? Qu'est-ce que tu pensais faire d'ailleurs après et comment t'es tombé dans tout ça en fait? Ouf. Alors, j'ai un parcours qui est atypique, donc je vais essayer de résumer au mieux. Mais j'ai toujours su que je voulais être dans la communication, depuis toute petite. Vraiment, j'ai grandi... je vais pas rentrer dans... je raconte mon enfance. Mais j'avais des parents qui étaient très absents. Du coup, je me suis beaucoup éduquée toute seule. Et je passais mon temps devant MTV, où je regardais beaucoup, tu vois, les documentaires sur les célébrités de l'époque, tu vois, Eminem, etc. Et il y avait toujours les attachés de presse ou attachés relations publiques qui racontaient leur histoire. Et j'ai toujours été fascinée par comment des gens sont comment des personnes sont adulées par un public, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc qui m'a toujours passionnée de comprendre comment une image publique a été travaillée, structurée, etc. Donc, à 3 ans et demi, elle se disait ça en regardant la télé. Non, mais tu sais que vraiment, j'avais 7-8 ans, vraiment. Genre, vraiment. Fort l'agent derrière, là, le mec des RP. Mais je te jure, mais tu sais que c'est fou parce que j'avais vraiment... Genre, j'ai... 8 ans. Vraiment, non, mais je te jure, vraiment, je voulais être un peu manager, etc. J'étais entre manager, journaliste, il y avait quoi d'autre? Enfin bref, un peu dans cet univers, tu vois. Et surtout à l'époque, la communication, personne n'en parlait, quoi. Du coup, bon, bref, j'ai fait mes études, etc. T'as quel âge, là? Je sais pas si tu l'as dit. 26. 26. Bientôt 27. Bref. C'est très bien, je veux dire, il n'y a pas de... On se rapproche. Je ne les fais pas du tout. Ah, c'est gentil. Mais du coup, donc ouais, j'ai toujours su que je voulais faire ça. Après, beaucoup, beaucoup d'ambition. Je pensais que j'allais travailler chez L'Oréal, genre c'était le goal pour moi, tu vois. Genre, en communication, du coup. Ouais. Ok. Vraiment, mais c'était genre cadre, machin et tout. Enfin, voilà, parce qu'il n'y avait pas encore le business en ligne. Donc bref, je fais mes études, je vais au lycée, etc. Et à la fin du lycée, je dis à mes parents, moi, c'est la com que je veux faire. Puis, personne comprend c'est quoi la communication. Genre, je crois qu'il y avait 4 DUT en France, quoi. Genre, c'était vraiment pas connu, tu vois. Et même moi, je savais pas trop comment l'expliquer, tu vois. Genre, la communication, c'est... tu communiques, quoi. Enfin, tu vois, c'était... Tu dis des trucs. Donc, j'ai fait mes études dans ce milieu communication, marketing, etc. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience parce que j'ai commencé à travailler très, très tôt. À l'âge de 15 ans, je travaillais les jobs classiques, babysitter, mais tu sais que j'ai fait des jobs... Franchement, ma liste, genre même j'allais tondre des pelouses, quoi. Enfin, genre j'ai fait vraiment beaucoup de jobs et j'étais tellement passionnée par la communication que j'avais vraiment cette dalle de réussir. Et du coup, je contactais tout le monde. Genre c'était les prémices de LinkedIn, vraiment. Et j'envoyais des messages à des gens à New York et tout. Quelle année? 2015. Ok. Ah, sachant que 2012... Ça s'est fait racheter en quelle année, LinkedIn, tu sais ou pas? Ouais, j'en sais rien du tout. Okay. Bon. Mais je me souviens que c'était vraiment le début des réseaux, quoi. Et d'ailleurs, quand j'étais au lycée, je gérais des pages Twitter de célébrités. Et à l'époque, c'était un truc de fou. Hein. On avait 20 000... Tu peux dire des noms et tout? Non, je dirais pas. Okay. C'est trop l'affiche. Mais genre, mon job, c'était un peu journaliste. Genre, tous les jours, j'allais sur TMZ et puis je faisais mes petits posts et tout. Enfin, j'avais vraiment un média, tu vois. Trop bien. Et si tu peux pas dire des noms, tu peux dire des thématiques un peu, des indices? Musique. Ok. À Twitter, c'était des artistes musicaux, quoi. Ouais. Okay. Ouais. Et du coup, voilà, donc je fais mes études, ensuite je fais mon DUT, donc les études. Et donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'expériences. J'ai travaillé, franchement, j'ai travaillé dans beaucoup de trucs, des PME, des petits restaurants, dans la politique, dans la musique. En communication, tu veux dire, en tant que community manager, là. Ok. Pas que community manager, je fais pas mal d'événementiels, assistante com. Ok, tu touchais un peu à tout, en gros, dès que tu pouvais te rapprocher de la com. Ouais, même du bénévolat. Quel que soit l'univers. Ok. J'ai travaillé pendant 1 an dans genre, il y avait une agence musicale près de chez mes parents. Je suis allée les voir, j'ai dit, je travaille dans la musique, me payez pas, juste autorisez-moi à venir chez vous. Et
Et du coup, j'étais bénévole. Enfin, tu vois, j'ai vraiment touché à tout. Et comment je me suis mis dedans, en vrai, un peu par accident. 2019, il m'arrive des choses un peu compliquées dans ma vie perso, etc. Et c'est l'époque 2018 carrément. Le dropshipping, l'e-commerce, etc. Moi, à l'époque, je pense vraiment que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut avoir 40 ans et du capital, tu vois. Et là, le business en ligne arrive et tu te dis, bah non, en fait, tu peux commencer avec pas grand-chose, quoi, voire 0 €. Ouais. Du coup, je me forme, donc je fais du e-com, je lance des marques de beauté, etc. Ça prend pas, franchement, j'ai perdu de l'argent. Et en fait, dans le e-com, ce que j'aimais bien, c'était la partie influence et création de contenu. Donc déjà, là, tu vois, il y a une petite porte qui s'ouvre, mais j'en avais pas encore trop conscience. Je reprends mes études, et puis, en fait, un jour, je me fais virer d'une alternance. Et ma mère, elle me dit, mais pourquoi tu lances pas ton agence de com? Et en fait, c'est bête, mais j'y avais jamais pensé, tu vois. Ah oui, parce que t'avais ce truc de, en fait, pour entreprendre, enfin, je peux pas entreprendre parce que... en fait, je voulais absolument entreprendre, mais j'avais aucune idée. Et t'avais des barrières mentales, mais tu savais même pas lesquelles ou quoi. Mais en fait, c'était devant moi, quoi. Enfin, meuf, tu fais de la com depuis 10 ans, enfin, réfléchis, quoi. Du coup, j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi et je proposais mes services. Bon, au début, tu vends des cartes de visite à 20 €. Bref. Et puis un jour, j'ai eu mon premier vrai gros client qui a changé ma vie. Et là, en fait, ça allait très vite pour moi. Donc, premier client, gros client qui était dans les cryptos et qui me demande de gérer son compte Instagram. Il me demande si je suis community manager. Je dis oui, alors que franchement pas bon. trop, quoi. Ok. 48 heures, je ne dors pas. Je me forme sur le community management. Je me forme sur la crypto. Laisse tomber. Ça, c'est une très bonne strat. Hein. On peut peut-être faire un petit arrêt là-dessus, mais le truc de quand vous débutez, en tout cas, quand vous lancez votre activité, voilà, faut dire oui. Ouais. Et vous apprenez après, en 3 jours, vous apprenez le truc. Et en fait, vu que vous allez avoir la dalle, vous allez éteindre déjà la moitié des gens qui sont professionnels, mais qui sont endormis, en fait, et qui font ça pas très bien. 100%. Ouais. Et moi, je sais que, le nombre de fois où j'ai dit oui, alors que je savais pas, tu vois, mais il faut dire oui. Ouais. Et du coup, ça allait très vite parce qu'en fait, j'ai cartonné et je lui ai apporté des énormes résultats. Des 10, 15 000 € au bout d'un mois. Je crois qu'on avait fait 12 000 € le mois d'après sur son Instagram. Enfin, bref. Du coup, trop content. Il me recommande à des associés américains. Donc, je me retrouve avec des Américains au bout d'un mois. Je suis étudiante en master alternance et j'ai des calls avec des Américains. Les Américains kiffent. Ils me filent une de leur société. 2 mois plus tard, ils me filent 3 autres de leur société. Et en fait, énorme. Incroyable. Mais surtout que les Américains, en plus, pour ce genre de sujet, c'est important, on va dire, tout ce qui est communication, marketing pour eux. Ils aiment bien avoir des... Ils aiment bien avoir des Américains, en fait, pour gérer ça. Ouais, 100%. De mon expérience, en tout cas. Et du coup, ça allait super vite. Il fait bouche à oreille de dingue pendant 1 an. Donc, j'ai dû lancer mon agence assez rapidement, recruter, etc. Et puis j'étais toujours dans les études. C'est quelle année, ça, pardon, du coup, pour resituer? Eh bien, ça, c'était 2021. Ok. Donc, 2021, 2022, je pense que j'ai 5-6 personnes dans mon équipe. Donc 2000, pardon, mais juste en gros 2018-2019, e-commerce un peu, tu testes un peu des trucs. Voilà. Pas trop. 2020, j'arrête. 2020, Covid, et ta mère te dit, mais lance une agence. Ouais, et toi, tu dis, ah ouais. Et tu fais, et après en 2021, 2022, t'as tes premiers clients. Ouais, mais tu vois, vu que je fais pas. En fait, j'y connais rien au business. J'y connais rien. Donc, quand ma mère me dit, lance ton agence de com, je suis en mode, ok, mais j'ai pas d'offre, je prospecte pas, je sais pas, enfin, j'ai rien du tout, quoi. Tu sais, carrément, j'ai des anecdotes où j'allais voir les restaurants dans une ville. Et je leur proposais de faire leur site web. Non, mais tu sais que je faisais tout. Je faisais du tunnel de vente, enfin, bref. C'était un peu ghetto, franchement. Non, mais c'est vraiment, tu vois, la débrouillardise du début, comme je dis. Tu vois, je pensais pas que c'était à ce point-là, mais c'est en plein dedans, là. Vraiment. Et tu partages tes chiffres de maintenant ou pas? Ouais, bien sûr. Alors aujourd'hui, du coup, mon activité a beaucoup évolué, puisque donc, j'ai eu l'agence 2023. 2022, je me dis, bon, je me spécialise dans le personal branding parce que je vois que sur les réseaux, ce qui marche le plus, c'est quand on promeut les réseaux sociaux d'une personne et pas d'une marque. Je sais pas encore si ça s'appelle du personal branding, tu vois. Donc j'essaye de me former, etc., à droite à gauche, et puis au final, je me spécialise dedans. 2022, du coup, je me dis, bon, tu vends du personal branding, il faut que tu développes le tien. Genre, tu sais, c'est comme si, je sais pas, t'es un coiffeur et tu sais pas te coiffer toi-même, quoi. Donc je me dis, bon, le cordonnier mal chaussé, tout ça. Exactement. Donc je développe mon personal branding sur Twitter. Et au bout d'1 mois, je prends plein de clients. Enfin, ça montre qu'en fait, tout ce que j'avais fait pour mes clients, je le fais pour moi-même. Au bout d'1 mois, le premier mois sur Twitter, je crois que j'avais fait 6 ou 8 000 € de vente. Le premier mois, genre. En quelle année? 2022. Fin 2022. Okay. Je crois que c'était fin 2022. Donc ça allait vite, tu vois.
Et en fait, je pour un partage... premier mois, tu devais être refaite, ouais. Ouais, bah, en fait, je comprenais T'étais pas. toute seule, du coup, à ce moment-là, on est d'accord, là, t'es solo. Bah, j'avais l'agence à côté, mais les recrutements, je faisais un peu... C'était nimp. Je savais pas recruter. Donc, j'avais l'agence. Et en fait, je partageais ce que je faisais avec l'agence, avec Twitter. Donc, je commençais à avoir Donc plein de l'agence, t'avais clients. déjà une équipe en place et tout, en fait. Oui, Ok. plus ou moins, ouais. C'est quand que t'as recruté ta première ou ton premier collaborateur, première collaboratrice? Début 2022. Ok. Ouais, donc là, on est fin 2022. J'ai l'agence, j'ai ma structure, etc. Je partage ce que je fais sur les réseaux, les études de cas. Donc, je montre comment j'ai aidé tel client, machin et tout. Et là, je reçois plein de messages de Calendly, machin. OK, fais-nous ça, machin et tout. Et progressivement, je commence à construire une audience sur Twitter de gens qui veulent que je les forme. Donc, on me dit, tu fais du coaching et tout. Je dis, bah oui. Alors que non. Premier coaching que je vends, il est à 150 €. Aujourd'hui, ça me paraît dérisoire par rapport... Oui. Tu vois. Mais par rapport à la valeur que c'est, en fait. Oui, oui, puis, bref. Du coup, je vends mes premiers coachings et ils sont pas très structurés puisque j'y connais rien en coaching. Juste, j'apprends, je forme. Et en fait, je vois les résultats qui arrivent de fou chez mes clients. Donc, je me dis, OK, tu sais quoi, on va faire les choses propres. Il y a un truc quand même. Ouais. Ouais, et là, je commence l'agence, je fais un burn-out. J'en peux plus. Parce que j'ai les études et tout, j'en peux plus. Et là, je prends la décision d'arrêter l'agence parce que je me rends compte qu'en fait, l'agence... Attends, alors que tu faisais... Parce que du coup, du coup, est-ce que tu peux dire tes chiffres ou pas de l'agence? Parce que ça, moi, je trouve que c'est une décision, c'est hyper dur quand t'as une agence qui fait du chiffre, que t'as galéré à monter, parce qu'une agence, c'est relou, quoi. Faut embaucher, il faut mettre tous les process en place, etc. Donc, c'est quoi les chiffres un peu? Et comment est-ce que tu prends la décision d'arrêter, en fait? Bah, on va dire, on est en début 2023. L'agence, elle tourne entre 15 et 25 000 par mois. Ok. De chiffre d'affaires, du coup. Ouais, chiffre d'affaires, ouais. Mais je suis pas une bonne gestionnaire. Tu vois, genre... En plus, le problème, c'est que je recrute, mais je peux pas déléguer tout ce que je fais parce que les gens veulent travailler avec moi pour ma créativité. Je peux pas déléguer ma créativité. Tu vois, mes idées de contenu, je peux pas les déléguer. La façon dont je corrige les posts et j'écris les posts de mes clients, je peux pas le déléguer. Et je peux pas former. Parce que c'est de la créativité, c'est difficile de déléguer. Et ce que les clients aiment chez moi, c'est justement le côté authentique. Tu peux pas apprendre l'authenticité, tu vois. Tu peux apprendre des structures, mais t'as pas la touche, tu vois. Donc c'est là qu'il y a le pont direct avec les créateurs et les créatrices de contenu, pour le coup, dont c'est le métier. Ouais. Parce que les deux créateurs, Noah et Aurélien, qu'on a reçus ici, on vous mettra les épisodes si ça vous intéresse, mais ont évoqué exactement la même problématique. Ouais, c'est Noah nous disait qu'en fait, il cherche à recruter, tu vois, un bras droit, si tu veux, qui pourrait gérer en fait les équipes, etc. Créa. Aurélien qui cherche juste un monteur, en fait, tu vois, qui pourra avoir le même œil créatif que lui parce que ses vidéos sont méga subtiles et tout. Et c'est toujours le même problème, en fait, c'est très très difficile, quoi. La créativité, c'est très particulier. Et du coup, je me retrouve dans un milieu à déléguer, quoi. Business où moi, j'ai une âme créative. Donc, niveau gestionnaire, honnêtement... T'as le pire des deux mondes, quoi, en fait. Ouais. Bien joué. Du coup, ça se passe bien parce que je prospecte pas et je suis tout le temps full, les machins et trucs, et qu'il y a des chiffres. Mais je sais que j'aurais pu faire beaucoup plus, mais ça me tentait pas. Et puis, je m'y plaisais pas. Et puis, tu vois, je travaillais tout le temps. Genre, j'étais tout le temps là avec des notifs pour envoyer les posts de mes clients et tout. Genre, c'était invivable. Donc, à ce moment-là, je crois qu'il y a 5 personnes qui travaillent avec moi. On a terminé un gros projet crypto qui était en Asie et qui a explosé. Même Gary Vee, vraiment un gros projet qui avait bien réussi. Et pendant 3 mois, je me dis, j'arrête pas. Puis tu sais, tu trouves plein de solutions. Non, je trouve un manager, machin, truc, je peux pas. Et en fait, je me dis juste, tu sais quoi? En fait... Shut down, quoi. Ouais, et en fait, j'ai eu le déclic, vraiment un déclic existentiel, où en fait, j'ai réalisé que ma personnalité, tu sais, tout à l'heure, on parlait des désirs profonds, et pour moi, c'est extrêmement important que chaque individu ait conscience de son désir profond, parce que ça va l'aider à prendre les meilleures décisions dans sa vie et dans ses business. Et moi, à ce moment-là, j'en avais pas conscience. Mais moi, personnellement, mon désir profond, pourquoi je vis, pourquoi tout, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Et en fait, dans le business model agence, il y a de la dépendance partout. Ouais, tu t'enfermes. En fait, c'est pire que... C'est horrible. Les clients dépendent de toi. Ouais. Tes équipes dépendent de toi. Tu dépends des équipes, tu dépends des clients. En fait, il y avait de la dépendance partout. Si il y a les partenaires, si tu as des investisseurs, c'est encore pire. Ouais. En fait, je me suis juste dit, mais en fait, arrête. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Et puis le coaching, je m'épanouissais de ouf dedans. Je voyais les résultats que j'apportais aux clients. Du coup, j'ai arrêté l'agence et c'était la meilleure décision que j'ai prise dans le business. Donc, j'arrête l'agence, je me mets à fond dans le coaching et en fait, les résultats que j'ai apportés à mes clients sont stratosphériques, quoi. Enfin, tu sais qu'il y a un client que j'ai accompagné avril 2023 de 0. Là, il est à 200 000 € de CA, je crois. Avec la méthodologie que j'ai faite pour lui, tu vois. Et des histoires comme ça, j'en ai plein de clients que j'ai accompagnés en coaching. Parce que ça me plaisait vachement, le côté vraiment, tu transmets et t'aides, et individuel et adapté. Enfin,
Incroyable. Bref. Ok. Du coup, les Tu coachings... es bien plus heureuse, du coup. Ouais, 100%. Sauf que ça a rechangé parce que du coup, donc les coachings marchent super bien, les résultats arrivent super fort pour les clients. Et puis, tu sais, il y a ce truc où, au-delà de l'aspect business, j'ai vu des gens changer de vie grâce aux méthodes qu'on faisait ensemble. Tu vois, genre, il y en a plein. Tu vois, là, je pense par exemple à Dorian, si jamais tu regardes l'épisode. Il a pris coaching il y a 1 an, tiens. Et il était étudiant, il était perdu. Son rêve à lui, c'était de voyager, etc. Il n'avait jamais trop voyagé. Et 3 mois plus tard, tu vois, il était à 5 000 € par mois. Il est parti au Canada, c'était son rêve, machin et tout. Enfin, tu vois, genre de voir l'impact que ça a, l'entrepreneuriat, au-delà des chiffres. Ouais. Trop Quand tu bien. trouves la bonne voie. Et je pense que c'est Exactement. méga important. On peut revenir sur ce point-là de liberté. Parce qu'en fait, il y a énormément de gens ou de jeunes ou de moins jeunes hein, mais qui se lancent en fait en voyant plein de posts sur les réseaux, des posts business, etc. qui se disent ah ouais, liberté financière, etc. Bon, déjà, quand tu démarres, quand tu connais rien au business, le mot liberté financière, t'as l'impression que c'est juste avoir une boîte qui fait beaucoup de chiffre d'affaires. Ouais. Alors que pas du tout. Pas du et tout. typiquement, le piège en fait numéro 1, je trouve en tout cas pour l'avoir expérimenté aussi avec Ocamedia, c'est l'agence. Et il y a un palier qui est extrêmement difficile, qui est, je dirais jusqu'à 50 000 € par mois, tu vois. Tu vois, le seuil là, entre 25 000 et 50 000 € par mois, c'est l'enfer sur Terre en fait. Tu dois tout faire, c'est toi qui dois gérer tous les clients, résoudre toutes les emmerdes, même si tu arrives à déléguer. Exactement. Moi, j'ai l'impression que je ne travaille plus, je gérais les problèmes de tout le monde. C'est ça, tu fais que résoudre des problèmes toute la journée, jour et nuit, 7 sur 7. Tu peux pas couper parce que si tu coupes, ton agence s'effondre. Exactement. Et en fait, il faut réussir à partir. Donc, à partir de là, c'est soit tu arrives à mettre en place des systèmes qui font que tu arrives à ensuite scaler, donc grossir ton agence et vraiment déléguer. Et ça devient un enjeu vraiment de mettre en place des process, trouver les bonnes personnes, on va dire, pour déléguer. Mais c'est simple dit comme ça, mais c'est extrêmement difficile en fait. Tu vois. Ouais, 100%. Moi, Et toi, je sais pas comment t'as fait. En plus, t'étais super jeune. Hein. Franchement, j'y ai laissé. Ta santé. J'ai laissé des plumes, tu vois. Ouais, j'avais un moment. C'était la période 2020-2021 où au Ocamedia, on avait. Avec l'explosion, avec le Covid, il y a eu une explosion en fait du nombre de commandes de vidéos YouTube. Et donc, nous, l'agence, en gros, on était passé de 200 000 de chiffre d'affaires à 500 000, tu vois. Non, mais toi, c'est. Et après, on a continué d'augmenter, mais juste sur 2020, le passage de 200 000 à 500 000, recruter tous les salariés qu'il fallait, etc. En fait, c'était l'enfer sur Terre, tu vois. Ah, oui. Et je pense que je serais incapable de le refaire aujourd'hui. Et je remercie François, big up, qui travaillait beaucoup avec moi, qui travaille encore avec moi aujourd'hui, mais il y a plusieurs personnes en fait, des proches de l'époque avec qui je travaillais, qui ont burn-out ou il y en a même qui sont partis complètement, qui ont rage quitté YouTube, tu vois, la Creator Economy, parce qu'ils en pouvaient plus de gérer les clients, les créateurs, etc., les marques. C'est drainant. Voilà. Et quand t'es l'entrepreneur et qu'en plus, moi j'avais des investisseurs, etc., il n'y avait pas trop de pression de leur part, donc c'est cool. Mais en gros, toi, t'étais exactement dans cette situation-là aussi, c'est-à-dire que t'es le centre du monde et si tu déco 1 heure, c'est la fin du monde parce que ton équipe est en PLS, tes clients aussi, il y a rien qui va, quoi. Mais c'est inhérent au modèle d'agence. Donc, tout ça pour dire que réfléchissez bien avant de vous lancer aussi. Parfois, rester freelance, on va dire, et indépendant, c'est très bien. 100%. Sinon, peut-être que vous êtes fait en fait pour lancer du produit. En fait, il y a plein de types de business à faire et il faut pas forcément sauter sur le premier truc que vous voyez, on va dire, de quelqu'un qui met un poste, on va dire, et qui vous dit de lancer une agence ou de voilà. 100%, parce que tu vois, en plus ce que tu dis, ça parfaite transition, parce que du coup, donc, quand j'ai arrêté l'agence, j'ai pris le risque financier de, là, le mois prochain, t'as 0 €. Genre juillet 2023, donc il y a 1 an et demi, je suis repartie de 0 parce que j'avais les coachings, tu vois, mais bon, les coachings, t'es limité dans le temps. Puis en plus, moi, j'en prenais que 3-4 par mois pour vraiment garantir une qualité. Donc là, je me suis dit, bon, ok, tu prends cette décision, mais financièrement, tu sais pas ce que ça va donner. Et ça va pas être les mêmes revenus, tu vois. Mais purée, voilà quoi. Purée, carrément. Non mais purée quoi. Tellement heureuse, mais tellement heureuse parce que du coup, pardon, j'ai pas fini avec ça, mais en fait, c'était l'enjeu principal, c'est la liberté à la fin. Et donc là, ce que tu as retrouvé avec cette décision qui a pas dû être facile, en fait, de se dire, ok, j'ai une agence qui fait entre 15 et 25 000 par mois de chiffre d'affaires, je l'arrête complètement. En plus, j'avais des clients de plus en plus gros qui rentraient, mais pourquoi je l'ai pas faite? Tu prends la décision d'arrêter, mais c'est parce qu'en fait, à la fin, les conséquences de tout ce qu'on disait juste avant, c'est qu'en fait, t'es pas libre, et t'es encore moins libre. Enfin voilà, tous les gens qui veulent typiquement sortir du salariat, soi-disant pour être libre, en fait, tu te retrouves encore moins libre en fait quand t'es dans une situation comme ça. Faut arrêter l'Eldorado. Tu rêves de revenir à un 35 heures, tu sais. Ouais, 100%. Donc, Ah mais oui, non mais ça me fait très rire. Il y a souvent des tweets de tu veux devenir entrepreneur pour quitter ton 35 heures et rejoindre un 80 heures. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Mais ouais, du coup, coaching, je me suis grave épanouie. Et du coup, trop bien. Sauf que les demandes, elles commencent à exploser avec les résultats que je générais. Et puis, comme j'ai dit, j'étais limitée. Donc, c'est là que j'ai construit mon programme où je me suis dit, tu sais quoi, tout ce que j'ai accumulé, je transmets tout dans le programme.
Le programme PPB. PPB. Vraiment mon petit bébé. Je me suis donné corps et âme. Et tu vois, comme on le disait, c'est important de se connaître. Après, je pense que c'est important d'avoir des expériences. En fait, c'est important de savoir ce qu'on veut pas avant de savoir ce qu'on veut faire. Tu vois, le e-com, j'ai détesté. Agent, j'ai détesté. Presta, ça va. Coach, alors ça va, mais aujourd'hui, je suis sur autre chose. Et en fait, personnellement, moi, j'ai découvert en fait que ma casquette, c'est vraiment pédagogue. Tu vois, genre tout ce qui est lié à la pédagogie, j'adore. Mais si j'avais pas eu toutes ces expériences, pas désastreuses parce qu'elles se sont toutes bien passées, mais l'entrepreneuriat, je trouve que c'est incroyable parce que c'est vraiment l'école de la vie qui t'aide à te comprendre et savoir quitter et là où t'excelles, etc. Du coup, donc, depuis cette année, donc, j'ai PPB. Ça m'a permis de pouvoir prendre plus de personnes aussi en coaching parce que du coup, j'ai le support du programme et je les accompagne, etc. Tu peux redire en une phrase ce que tu fais avec PPB parce qu'on a parlé de tellement de choses en fait que... Ouais, purée, j'espère que c'est pas trop... Non, mais c'est méga intéressant. Mais du coup, juste en gros, c'est un programme qui fait quoi? Alors, PPB, c'est pour tous les entrepreneurs qui ont besoin de structurer ou de restructurer leur activité de A à Z qualitativement. Donc, en fait, c'est simple. PPB, il y a 3 grandes étapes. 1, on restructure tout le business de manière quali parce que le problème, c'est que c'est bien beau de vous créer un personal branding incroyable, mais si votre offre derrière, elle n'est pas structurée, vous n'allez pas vendre. Donc, on pose des fondations hyper solides, créer des offres, vraiment des très bonnes offres, avec des bons process parce que avoir des offres, c'est bien, mais il faut aussi bien délivrer. Donc, vraiment, une partie business hyper quali. Ensuite, on travaille toute la partie com. Donc, vraiment la stratégie de contenu, la création de contenu, vraiment maîtriser comment faire des bons carousels, comment utiliser le storytelling, le maîtriser, le personal branding. Et puis, la 3e partie qui va être liée à la vente. Comment attirer les clients à soi, comment réussir ses rendez-vous clients. J'ai aussi un bonus pour tout ce qui est lié à la prospection, pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin et casser des paliers. Donc voilà, PPB, c'est vraiment pour les personnes qui veulent structurer leur business de manière très quali et attirer les clients à eux et tout ça, quoi. Ok, je savais pas que c'était aussi large. Je pensais que c'était. PBB, c'est PBB, on est d'accord. PBB, c'est dur à dire. Du coup, c'est Personal Brand Business. Ouais, exactement. Et du coup, je pensais que c'était vraiment axé autour plutôt de la partie communication et marketing, on va dire de la personal brand, mais pas du tout en fait. Ok. Ouais. Non, il y a une grosse partie business, ouais. Du coup, ouais, en fait, c'est la quintessence un peu de toutes les expériences et emmerdes que tu as vécues avant, que tu as solutionnées, etc. Et comment est-ce que du coup, tu parlais là des process, et voilà, on l'a dit, en fait, la clé de la réussite de beaucoup en fait, d'entreprises quand tu veux grossir. C'est quoi un bon process pour toi et qu'est-ce qui fait, on va dire que, enfin, quels sont les conseils, on va dire, que tu pourrais donner à, voilà, encore une fois, peut-être un indépendant qui voudrait potentiellement rester seul, tu vois, mais juste être plus efficace, augmenter sa productivité, faire rentrer plus de clients, augmenter son chiffre d'affaires. Première étape hyper importante, c'est de définir une cible. Il faut vraiment être au clair sur qui t'as envie de cibler, parce que le problème, quand on se lance, et c'est normal, on fait tous cette erreur, mais on veut plaire à tout le monde, on veut parler à tout le monde, parce qu'on se dit, si j'aide tout le monde, je vais faire plus de ventes. Non. Moi, en tout cas, pour commencer, je conseille vraiment, c'est un indispensable, c'est de définir une cible. Qui est-ce que vous voulez cibler? Est-ce que vous voulez cibler des créateurs de contenu qui sont sur YouTube et qui ont 100 000 abonnés? Est-ce que vous voulez cibler des entrepreneurs qui sont sur Instagram et qui n'ont pas le temps de faire leur réel? Enfin, vraiment d'être précis sur la cible, première étape. Deuxième étape, du coup, ça va être structurer l'offre en fonction de cette cible. Là, vraiment, je résume, mais plus on va dans le détail, mieux c'est. Donc, vraiment, de comprendre c'est quoi leur problème, c'est quoi qui les empêche de dormir la nuit pour vraiment créer une offre qui soit vraiment irrésistible, attrayante et que la personne, elle se dise je peux pas passer à côté, en fait. Donc, on va travailler cette offre. Et puis, 3e étape, voir comment on peut accueillir au mieux le client. Parce que sur le marché francophone, notamment, je trouve, et notamment dans la sphère monteur, graphiste, etc., souvent, c'est des profils artistiques. Ouais. Et ou très jeunes et pas exactement. Trop, ouais. Et il manque de structure, et pourtant, c'est ce qui fait la différence pour une bonne prestation client. Ouais. Il faut que ce soit structuré. Donc, comment vous accueillez le client il faut qu'il passe un bon moment, le client, juste au bout d'un exactement, moment. Voilà. Que ce soit fluide. Et donc, travailler les process, donc vraiment voir comment vous pouvez... là, c'est l'onboarding, donc c'est-à-dire quand vous accueillez un client, que, je sais pas, par exemple, vous lui envoyez un document, vous faites 1 heure avec lui, où vous prenez toutes les informations, vous lui demandez une fois, et puis comme ça facilite le travail pour lui et pour vous. Ok. Donc, ça, du coup, là, on parlait. Enfin, du coup, ma question était plutôt axée sur les process. Donc là, tu as parlé de l'offre, etc. C'est important. Non, mais c'est très important, effectivement, de clarifier tout ça, parce que sinon, ça sert à rien de mettre des process en place qui, derrière, vont servir à rien, finalement. Si déjà, ça c'est l'étape numéro 1. Donc, en fait, tu as raison. Donc, une fois que tu as ça en place, tu peux mettre en place des process, on va dire, pour augmenter ta productivité. C'est-à-dire que là où avant, je sais pas, t'es monteur, par exemple,
et t'es pas capable de gérer plus de tel... Enfin, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, tu as plusieurs solutions généralement. Soit tu réfléchis à pivoter sur un modèle d'agence, soit tu augmentes ta productivité et donc finalement, ça veut dire que tu montes tes vidéos plus vite. Enfin voilà, faut trouver des solutions. Tu te spécialises encore plus justement, comme tu viens de le dire, sur une clientèle maxi ciblée, on va dire, ce qui fait que tu vas être de plus en plus efficace, pouvoir facturer aussi plus cher sur des prestations parce que tu vas te spécialiser, encore une fois, être meilleur que la concurrence dessus. Mais donc du coup, là, tu as parlé de l'onboarding. Ça, typiquement, c'est un bon process à mettre en place. C'est un process d'onboarding client, en fait. Et que ce soit pas fait à la one again, quoi, en gros. Mais c'est un vrai sujet, en vrai, parce que tout ce qui est lié au freelancing et aux prestataires, c'est un business model qui a ses limites. Et qu'il y en a beaucoup. Enfin, c'est difficile de le faire pendant 10 ans. Et c'est vrai qu'il y a un moment, il y a le choix qui arrive pour un monteur vidéo de « Ok, tu as plusieurs chemins maintenant. Soit tu recrutes, tu passes sur un business model d'agence pour avoir plus de clients, soit tu augmentes tes prix, soit tu te dis « Bon, bah, je me limite à ça ». Pour garder un train de vie plutôt confortable. Mais pour moi, quand on stagne trop, c'est dans l'entrepreneuriat, si tu n'évolues pas, tu finis par mourir, donc c'est compliqué. Ou soit tu passes sur d'autres business models, donc on va dire la formation ou ce genre de choses. Mais c'est sûr qu'il y a une question de choix à un moment à faire. Et encore une fois, pour moi, ça dépend vraiment de son désir profond, quoi. Je vais reprendre la théorie de mon ami Hugo Amselem, qui disait ça dans un podcast dans lequel il était passé, j'avais bien kiffé. C'est qu'en fait, quand tu es indépendant, que tu sois freelance ou entrepreneur, que tu montes un projet plus ou moins gros, etc., tu peux optimiser pour 3 choses. Tu peux soit optimiser pour la gloire, soit pour la liberté, soit pour la sécurité. Et donc en fait, si tu optimises pour la liberté, bah, tu as plus intérêt à en fait rester freelance, on va dire, gérer tes horaires, ta petite base de clientèle qui va rester stable. Mais voilà, tu sais que voilà, tu es libre, entre guillemets, mais tu n'as pas la sécurité, on va dire, d'un salarié, par exemple, ou d'un projet peut-être un peu plus gros où tu as des contrats engagés à l'année ou sur des durées plus longues. Si tu optimises pour la sécurité, tu vas avoir tendance à peut-être plus vouloir faire carrière dans des boîtes plus corpo, on va dire, et garder un statut en CDI, ou voilà. Et si tu optimises pour la gloire, c'est tu prends le risque de monter, en fait, tu vois, une start-up de ouf où tu prends des risques énormes et c'est tout ou rien, quoi. Genre, soit tu fais... Et donc, en fait, déjà, il y a pas mal d'entrepreneurs, effectivement, ou d'indépendants, juste qui se perdent à cette étape-là de ce choix. C'est est-ce que j'ai envie d'optimiser mon activité professionnelle pour ma sécurité, pour ma gloire ou pour ma liberté, en fait. C'est très, très bien dit. Mais vraiment, c'est incroyable comme... pour moi, le vrai problème de tout l'entrepreneuriat ou la société, c'est vraiment que les gens, ils se connaissent pas. Pour moi, la première étape, c'est vraiment d'apprendre à se connaître. C'est tellement un cheat code après pour prendre les décisions et savoir vers quoi tu dois aller, etc. Mais c'est un gros sujet, ça. Hein. Ouais. J'ai pas de transition. Je réfléchissais en même temps. Dans tes yeux. Je suis perdu. Non. On parlait des process, je voulais qu'on parle aussi des outils, parce que du coup, tu as touché à tellement de choses, à tellement enfin voilà, tu travailles sur les plateformes depuis des années, tu as fait plein de métiers différents, on va dire, qui touchent aux réseaux sociaux. Tu as testé, je pense, la plupart, si ce n'est tous les outils qui existent, pour publier, on va dire, sur Instagram, tu vois, TikTok, YouTube et tout. Mais même pour ton organisation perso, c'est quoi tes outils un peu essentiels? Est-ce que tu as un outil, tu vois, un peu pépite? Tu vois, rien que pour publier sur les plateformes quand tu fais du volume et que tu as plein de clients, que tu es community manager par exemple, s'il y en a qui nous écoutent ou qui nous regardent, tu vois, tu sais, t'as je sais pas, t'as Buffer, Metricool, ou de suite, voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ok, il y a des signes de tête qui sont donnés. Donc, non, mais voilà, en gros, est-ce que tu vois, tu as des outils pépites, pas forcément sur la publication, là, je donnais juste un exemple, mais comment tu t'organises aujourd'hui et comment tu délivres en fait tes prestations? Alors moi, personnellement, mes outils bébés, c'est Notion, Canva, Metricool. Ok, ça, c'est les 3 essentiels si on te les Ouais, pour moi, c'est ça, ouais, vraiment. Okay. Et maintenant, pour Notion, Canva et quoi, t'as dit? Metricool. Metricool, ok. Ah oui, non, Buffer, tout de suite, non. Pourquoi? Je m'en rappelle plus, mais trop cher, trop technique, pas assez intuitif. Ok. Metricool, je trouve que, franchement, en plus, c'est une entreprise française. Franchement, ils ont trop géré. Ah, je savais pas. Ok, c'est français. Bon, en tout cas, ça permet de faire quoi si on explique en 2 secondes ce que permettent ces outils-là, ça permet de multi-poster, on va dire. Enfin, en fait, c'est toujours relou quand on crée, je sais pas, par exemple, un réel ou une vidéo verticale. La remettre sur TikTok. Voilà, de devoir aller sur TikTok, la poster, mettre ses trucs, machin, ensuite aller sur YouTube, short, publier, faire pareil sur Insta, en réel et tout. C'est méga chiant, alors que tu as des outils qui sont des agrégateurs un peu qui te permettent de poster sur plein de plateformes en même temps. Voilà. Donc, Metricool, tu vas dessus, tu veux faire ton post LinkedIn, ton post Twitter, ton post TikTok, Insta, pareil, ton short YouTube, tu fais tout, c'est trop bien, tu peux analyser. Non, c'est top, Metricool, c'est vraiment top. Okay. Donc, moi, c'est ce que je conseillerais. Après, pour tout ce qui est... après, je sais pas si tu as besoin d'autres
d'autres outils. Non, Notion, j'imagine que c'est pour tout ce qui est documentation, organisation, perso. Ouais, tout, ça fait tout, en fait. Ouais. Ouais, Notion, c'est vraiment super important. Je pense que je vais poser, j'essaie de poser cette question-là à tous les invités. Et globalement, Notion, c'est le truc qui revient. Ils sont vraiment tués le game, quoi. Ouais, que ce soit pour soi ou même pour ses équipes ou pour tout, quoi. Ouais. Puis après, WhatsApp, classique. Ouais. Oui, c'est vrai que tu peux pas trop faire de business en WhatsApp, dans ce game-là, en tout cas. Ouais. Mais tu sais qu'il y en a que des fois qui utilisent les autres plateformes, genre, je sais même plus comment ça s'appelle. Telegram, genre Signal? Non, je sais plus. Messenger? Non, un autre. Bon, tu cutteras. Message. Non, un autre truc, je me rappelle plus. non, mais ok. Et donc, et Canva, après, en troisième outil, pour faire quoi, du coup? Quoi c'est... Les visuels, vraiment, que ce soit les carousels, les stories à la une, pour qu'elles soient esthétiques. Donc, comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un budget graphisme de malade. Ah ouais, non, pas du tout. Mais Canva, on peut faire des choses incroyables dessus. Hein. Ouais. Et puis surtout, tout ce qui va être les propositions clients, tips. Si vous voulez impressionner vos clients, faites des devis sur Canva. Vraiment, c'est tout bête. Hein. C'est quelque chose que j'avais appris en école de commerce. Parce que c'est esthétique, quoi, en gros. Non, et puis même, tu vois, genre, imaginons, je sais pas, tu fais un call avec quelqu'un. Tu lui dis, tu m'enverras le devis, il te fait un devis, tu sais, les classiques tableaux, etc. Et moi, ce que j'ai toujours fait, ce qu'on m'avait appris, c'est tu fais vraiment une proposition, quoi. C'est-à-dire, tu as ta belle page de couverture, tu rappelles le contexte du client, son objectif, comment tu peux l'aider. Et comme ça fait un truc personnalisé. Il se dit, waouh, la personne a pris le temps de faire une belle présentation, elle a compris mes enjeux. Ouais. Donc, tu on disait tout à l'heure, c'est chouchouter le client, faire en sorte qu'il passe un bon moment, quoi, en fait. Reformuler ses besoins par écrit et puis ensuite faire une proposition d'offre, etc. Donc, Canva, j'utilise aussi beaucoup pour ça. Ok, trop bien. Et donc là, on parlait des outils, mais au niveau même de ton organisation après perso, ça ressemble à quoi? Pareil, question que j'ai envie de poser à tout le monde parce que c'est trop intéressant et particulièrement pour toi, il y a tellement de choses, tu vois, et c'est tellement... ça peut sembler, entre guillemets, tu vois, éparpillé, alors qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais t'as 1000 raisons, tu vois, de perdre le focus, on va dire. Comment est-ce que tu t'organises? C'est quoi ta journée type un petit peu pour avancer, en fait, tout simplement, vers tes objectifs? Eh ben ça, je l'ai appris. C'est quoi tes objectifs, d'ailleurs? Mes objectifs? Et comment tu t'organises, ouais. Alors là, je suis dans une phase un peu particulière parce que justement, là, je suis partie m'isoler quelques semaines où j'ai vraiment reposé à plat vraiment ce que je voulais faire. Parce que comme tu l'as remarqué, je change souvent de casquette. Puis entre-temps, j'ai aussi la casquette de consultante dont j'ai pas trop parlé et j'en parle pas trop pour l'instant. Mais du coup, je me suis isolée, j'ai remis au point un peu tout. Et là, mes priorités pour les 3 prochains mois, ça va être vraiment PPB. Donc vraiment de développer davantage parce que en fait, le produit est vraiment extrêmement quali et je pense que je peux vraiment aider beaucoup de personnes à passer des steps et du coup j'ai envie de le faire connaître un peu plus, donc vraiment développer plus PPB et puis ensuite le podcast. En fait tu vois là vu que j'ai plein de projets, le podcast du coup Vision Talk. Ouais, exactement. En fait là vu que j'ai plein de projets et avec le temps, je sais pas si c'est avec le business, mais tu sais, t'as plus forcément envie de te rendre malade pour rien, donc là je me dis juste j'ai envie de ralentir un peu et juste de reprendre du plaisir dans tout ce que je fais. Et donc, tous mes projets, en fait, là, c'est plus je me donne des focus. Tu vois, là, 3 prochains mois, c'est PPB. Ensuite, je vais rajouter Vision Talk. Puis 2025, je reverrai un peu ma partie consultante, cabinet de conseil. Et du coup, comment je m'organise? Et ben, en fait, mes semaines sont faites par des thématiques. Et ça, pour moi, c'est le meilleur par semaine. Hack. Et t'arrives à... Ok, mais c'est trop dur à faire ça. Ah non. C'est-à-dire que tu te dis semaine A, semaine 1, je vais... Jour. Ah. Et c'est le meilleur hack. Non, mais sincèrement, quand j'avais l'agence, tu vois, en plus qu'après, j'avais les coachings, plus mon contenu, plus le contenu des clients, plus mes équipes, j'en pouvais plus. Donc, tu vois, par exemple, le lundi, c'est ce que j'appelle un peu le CEO Day. Tu vois, c'est le jour où tu vas faire la compta, les trucs. Si tu as des équipes, tu fais ton point avec tes équipes, ton planning, bref, tout ce qui est un peu administratif, organisation. Okay, c'est le lundi. J'ai cru que c'était des semaines entières par thématique. Ah non. C'est incroyable de réussir ça. Ok, mais du coup, par jour. Ouais, par jour. Tu vois, par exemple, le mardi, ça va être, je sais pas, tous mes coachings. Le mercredi, ça va être créa de contenu. Le jeudi, ça va être, je sais pas, tout ce qui va être stratégie, marketing, prospect. Et comment tu fais pour t'y tenir à ça? Alors, c'est peut-être moi qui suis extrêmement nul, mais tu vois, le CEO Day, en fait, quand le jeudi ou mercredi sur ton jour de créa, tu dois bien être focus, là, t'as genre 18 incendies, tu fais quoi? Parce que tu te donnes des créneaux d'imprévus, tu vois. Tu te donnes des créneaux d'imprévus, mais en vrai, c'est une énorme discipline. Et je pense que c'est aussi avec le temps on guérit pas des cancers. Tu vois, genre à un moment, si tu reçois des messages à 10h et que tu réponds à midi, c'est pas grave, tu vois. Oui. Donc, moi, j'ai beaucoup cette discipline et aussi ce mode de vie de... j'ai réduit énormément les canaux de communication. Donc, ceux qui me communiquent, c'est que c'est vraiment important, tu vois. Donc, déjà, je reçois peu de messages. En vrai, des fois, il y a des gens, ils me disent, t'as plein de messages. Et les gars, j'ai pas de messages, hein. Genre, vraiment.
Donc, ouais, c'est plus j'organise mes journées, Ouais, bah, donc nous, les thématiques. Les rares fois où on se parle, j'essaie de pas trop de spammer, mais en tout cas, quand Mais on se non. parle ou quoi, c'est des fois sur WhatsApp, des fois sur Insta, des fois sur Twitter. Donc déjà c'est faux, C'est vrai. ce que tu dis. C'est vrai. Oui, mais Toi, il y tu a faisais pas juste beaucoup moi. de personnes, en tout cas, Ok. avec qui je suis en contact au final. Mais du coup, ouais, tu fais tes journées avec tes thématiques. Et puis, du coup, il y a ce truc où tu vois, tu sais que le lundi, t'es focus sur ça. Des fois, ça va durer, ta journée elle va durer 10 heures, des fois elle va durer 4 heures. Mais tu sais que le lendemain, t'as ça. Et puis, en fonction des imprévus, bah, tu check à midi, et puis à 17h, 18h. Et voilà, en vrai, c'est beaucoup plus C'est quand gérable même de que la ce que les gens discipline, pensent. quoi. Ouais. En fait, c'est Ouais, je pense, c'est les je m'en rends pas notifications compte. aussi, je sais pas. Ouais, Moi, je me suis beaucoup amélioré sur ça, tu vois. Mais toi, t'es organisé, non? Bah oui, mais en fait, enfin, tu vois, quand t'as trop de choses comme ça, c'est très facile Ah bah, c'est compliqué. de se défocus. Et moi, j'ai tendance à toujours. Après, il faut déléguer. En fait, tu vois, j'ai pris une habitude qui m'a énormément servi, par exemple, sur Ocamedia, ma première boîte, mais même de manière générale dans le business, c'est chouchouter les partenaires et les clients. Et c'est quelque chose un principe pareil que j'avais appris de The Family à l'époque de Alice, le care. C'est A-R-E en anglais, voilà. Mais en gros, prendre soin vraiment de ses clients, tu vois, et ça passe notamment par la réactivité, c'est-à-dire Ah oui. quand t'as un client ou un partenaire ou n'importe qui d'ailleurs, tu vois, ou quelqu'un de ta team et tout qui a un problème ou une demande, bah si tu sais que tu pourras pas la traiter, tu vois, aujourd'hui ou en tout cas rapidement, c'est quand même répondre dans les 5 minutes tout le temps, tu vois, et dire bah soit ok je m'en occupe maintenant si tu peux, soit ok bien je te confirme que j'ai bien reçu ton message et je m'en occupe cet après-midi, demain, après-demain, la semaine prochaine, tu vois, selon le problème ou la demande. Et en fait la différence de fou que ça fait, tu vois, pour le client, enfin en tout cas la personne que t'as en face, d'avoir une réponse plutôt que de devoir attendre, deviner en fait, parce que la personne peut pas deviner que tu vas gérer son truc la semaine d'après, tu vois. Et en fait c'est facile quand tu reçois, bon là ça semble obvious ce que je dis, mais en fait quand tu reçois enfin, tu vois, 5 notifs en fait par minute, machin. En fait, le fait de répondre vite comme ça sert beaucoup au début parce que ça fait que bah, oui, au début. Tes interlocuteurs ont une bonne expérience et veulent travailler avec toi et continuer d'être avec toi. Mais ça fait que du coup, bah, pour répondre à ta question, moi j'ai pris cette bonne et en même temps mauvaise habitude. C'est que du coup, je jump sur les notifs tout le temps. Ah, je vois ce que et tu donc, veux c'est dire. un effort de malade de me dire, ok. C'est dur. Alors que j'ai pas envie en plus de. Enfin, pas que j'ai pas envie de répondre aux gens, mais je veux dire, tu vois, je sais que ça me coûte, que ça m'empêche d'avancer plus efficacement, enfin aussi efficacement que je le voudrais, tu vois. Non, mais en vrai, c'est un gros sujet. Mais tu vois, là en fait, tu m'as fait penser. Quand j'avais l'agence, par exemple, c'était un autre business model où j'étais en contact avec beaucoup de gens. Et là, j'étais tout le temps sur mon téléphone. Et dis-toi, j'étais tellement stressée et justement en train de shooter de mes clients que, je te jure, anecdote vraie, j'étais à l'hôpital sous morphine. Genre, on allait m'emmener en bloc. Et j'étais là en train de répondre à mes clients et d'envoyer un post sur Instagram, quoi. Genre... Ouais, c'est que c'est un stade. C'est vraiment trop. Et du coup, là, aujourd'hui, moi, j'ai cette méthode parce que, comme je t'ai dit, j'ai moins de clients. Toi, c'est un post sur Instagram. Là, enfin, du coup, Oui, les messages et tout ça, en fait, moi, c'est vraiment... C'est-à-dire que moi, tu vois, typiquement, les notifs... toutes les notifs, en fait, je m'en fous, tu vois. C'est vraiment que les messages. C'est-à-dire, s'il y a un humain qui m'envoie un truc... Non, mais moi aussi, j'aime pas. Je vais répondre rapidement. Oui, et par contre, toutes les notifs de je sais pas quoi, enfin, toutes les notifs, c'est des apps pour te happer dessus, vraiment, je m'en fous, tu vois. Et j'ai pas du tout le problème, c'est d'être happé sur TikTok, etc. C'est vraiment que les gens. Donc, en fait, je pense que je parle trop à des gens. Et donc, il faut que je parle moins à des gens. Après, ça dépend le business model, ça dépend de plein de choses. Hein. Parce que moi, aujourd'hui, c'est aussi... j'ai le programme tous les matins et tous les soirs, je vais checker les messages des membres. Et les gens que j'ai en coaching, bah, je check régulièrement, mais j'ai pas 50 000 personnes, tu vois. Je pense que c'est ça aussi qui change beaucoup. Mais après, je pense qu'il faut faire attention parce que, tu vois, l'année dernière, quand j'étais beaucoup dans les coachings, je répondais à mes clients, j'étais réactive jusqu'à 2h du mat, 3h du mat. Et du coup, après, il y a ce truc aussi où c'est compliqué, un business. Au début, c'est normal, tu vois, mais à terme, quand tu donnes tout le temps, enfin, moi, en tout cas, ma santé, elle a énormément pâti avec le business, enfin, pas que le business, mais beaucoup, tu vois. Enfin, en fait, plus tu donnes et plus les gens y prennent et ça, c'est drainant et en fait, à un moment, t'es même plus efficace, tu vois. Et par rapport à la créativité, tu vois, c'est important d'avoir des moments aussi où tu coupes pour régénérer ta créativité, etc., tu vois. Alors, donc, c'est trouver l'équilibre. Hein. C'est pas évident. En fait, le tips que j'ai donné tout à l'heure, en fait, il a un seul avantage, c'est qu'en fait, les clients deviennent accros à toi quand tu réponds très vite tout le temps. Oui, mais il y a une exigence aussi. Voilà, et il y a beaucoup de désavantages, c'est que, tu prends une mauvaise habitude. Et le jour où tu réponds pas, ils sont en mode... Voilà, c'est ça, voilà, tu mets des standards qui sont méga élevés. Et en plus, enfin, pas tous d'ailleurs, mais certains, en tout cas, voilà, vont tirer sur la corde jusqu'à ce que... Ouais. Parce que tu t'en puisses plus, quoi, en fait. Voilà. Et le jour où t'en pourras plus, ils t'en voudront. Et donc, en fait, voilà, il y a quand même plus de downside que de... J'avais jamais fait cette réflexion-là, tu vois. Non, c'est important. Mais ça aide beaucoup, en tout cas, pour commencer et se démarquer de la concurrence. Ouais, au début. Mais de toute façon, au début, on va pas se mentir. Hein. Au début, c'est la guerre. Hein. Quand vous faites du service, en tout cas, le fait de répondre rapidement, d'être réactif, etc., voilà, c'est incroyable. Genre, même si vous pouvez pas gérer la demande tout de suite, juste répondez « Ok, bien reçu ».
c'est ok, je m'en occupe à tel moment. Voilà, et game changer en fait pour la personne que vous avez en Ouais, face. 100%. Et un truc aussi, les prestataires, surtout les monteurs ou voilà, tous les métiers créatifs, un truc qui fait tellement la différence, c'est quand tu travailles avec quelqu'un et tu sais, genre, je sais pas, tu le mets sur le projet et pendant une semaine, t'as pas de nouvelles ou 2 semaines. Mm. Tu sais, juste des fois, Ouais, mais genre, c'est donner ouais, des nouvelles, genre, quel enfer ça. Ouais. ça rassure le client et ça donne tout de suite une meilleure expérience et il aura envie de continuer à travailler avec vous, etc. Ça, j'aimerais bien qu'on en parle aussi, le recrutement. Du coup, voilà, le management finalement. Enfin voilà, t'as recruté du coup pas mal de personnes aussi. Donc ça, je pense que c'est intéressant et ça peut donner des clés, on va dire, aux personnes qui nous écoutent et qui cherchent des nouveaux clients aussi. Donc un peu le type de conseil que tu viens de donner finalement. Donc voilà, c'était du coup donner des nouvelles. Mais il y a peut-être d'autres tips comme ça que t'as. Ou en tout cas, c'est quoi un peu les critères que tu recherches? Parce que ça varie en fait de recruteur en recruteuse, tu vois, Ouais, 100%. selon les besoins que tu as. Donc typiquement, voilà, on parlait de montage vidéo. Quand tu recrutes un monteur ou une monteuse vidéo, tu cherches quoi exactement? Enfin, qu'est-ce qui fait? C'est quoi tes critères de décision? Donc moi, en tant Ouais, qu'entrepreneuse slash créatrice. ouais, Ok. Ah oui, c'est très personnel. Franchement, ça va être la vision. Je pense que c'est extrêmement important dans les métiers créatifs de s'entourer de personnes qui sont similaires à nous. Tu vois, dans le business, souvent, quand on recrute des gens dans le business, il faut plutôt des gens complémentaires. Genre, ouais. moi, je suis pas chiffre, j'ai besoin de quelqu'un qui est chiffre. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve pour tout ce qui est lié à la création, et c'est là que le personal branding est fort, c'est que, je sais pas, aujourd'hui, on est dans un monde où, enfin, des monteurs vidéo compétents, il y en a plein. Mais le monteur vidéo qui partage la même vision que toi ou la même vision créative, les mêmes valeurs, etc., forcément, sur les 5 ans, tu vas vouloir travailler avec lui. C'est pour ça que le personal branding est bon dans ces cas-là et il faut pas avoir peur de transmettre sa personnalité puisque ça vous démarque. Et du coup, moi, dans mon cas, tout ce qui est lié à la créativité, ça va être surtout la vision de la personne, la vision créative. Ça va pas forcément être son expérience, etc., parce que j'aime beaucoup donner de la force à ceux qui débutent, mais plus la vision créative. Ok. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, tu recrutes par exemple ou pas? Ah, c'est Fais un compliqué appel à parce candidature là, que c'est le moment. c'est compliqué. Bah, Oui, c'est oui. non, c'est non. Hein, c'est Non, pas non, je peux pas trop dire, mais oui, je vais chercher prochainement un monteur vidéo et en vrai, il y a des gens extrêmement talentueux, mais en fait, c'est super dur de trouver un monteur. Hein. Tu sais que c'est fou parce qu'il Oui. y en a plein, mais C'est mon métier mais je galère. Hein. de matcher. Enfin voilà, on a. Enfin là, j'appréhende, tu vois. Je sais que je vais Ok. devoir recruter encore quelqu'un et c'est chiant parce que tout ce que je veux, moi, c'est avoir des gens qui vont rester sur le long terme, en qui j'ai confiance et c'est bon, on se connaît. Et puis plus le temps passe, plus t'apprends, tu vois, ça match et tout. C'est chiant de changer tous les 4, 5, 6 mois, tu vois. Ouais, c'est galère. Bah écoute, tu n'as pas le choix. On va faire une offre, une offre d'emploi, enfin de poste en tout cas sur Creative Jobs. On la mettra en description. Et comme ça, tu recevras, parce qu'il y a que des gens talentueux en fait qui écoutent et qui regardent. Donc Évidemment. voilà, tu recevras que des appels. Et même, ça m'intéresse d'avoir ton feedback sur le produit, ainsi que vous, si jamais Ouais, avec vous plaisir. utilisez le lien pour postuler. Si jamais, disclaimer, tu recherches à ce moment-là, effectivement, s'il n'y a rien, c'est que finalement, c'est plus d'actualité. Parce que ça va pas sortir tout de suite d'ailleurs, l'épisode. Ok, bah méga intéressant. Et on parlait du coup là de création de contenu, mais comment est-ce que donc là je reviens, on fait voilà un rewind sur voilà quand on parlait du personal branding, qu'est-ce que c'est, etc. Tu disais au tout début qu'il faut quand on fait un personal branding, qu'on cherche à développer un personal branding business, il faut ce que tu disais c'était voilà partager des tips, en tout cas montrer son savoir-faire, c'est ça? Super Ça veut dire important. quoi concrètement si on rentre plus dans le concret? Tu disais que tu avais toi une journée créa le mercredi, si j'ai bien écouté. Oh. Et bah bon, le premier mercredi, tu vois, tu peux dérouler un peu. Enfin, quand tu pars de zéro, c'est pas trop difficile de trouver des pistes, de savoir quoi parler. Mais si t'es, voilà, on va garder l'exemple du monteur vidéo, mais au bout d'un moment, quand t'as fait ta journée créa, que t'as parlé un peu de ce que tu savais de ta niche, que t'as parlé de ton logiciel, comment tu fais, tu vois, pour continuer à avoir de la matière à poster, tu vois? Ça, c'est un peu la grande peur aussi, enfin que moi j'ai vécu personnellement. Je pense que Ah ouais? beaucoup de gens rencontrent la peur de la page blanche, un peu, tu vois. Alors que quand tu as le bon système, enfin, je sais que par exemple dans PPB, j'ai un exercice Ouais. qui fait, enfin, tu réponds à quelques questions, tu as des centaines d'idées de contenu hyper précises et adaptées à ta cible. Donc en fait, pour trouver les bonnes idées de contenu, il faut se poser les bonnes questions. Mais typiquement, quelqu'un qui débute et qui veut créer du contenu, alors bon, déjà, si vous débutez, le plus important, c'est d'aller interagir avec les autres. Privilégiez pas, en fait, ne vous dites pas, ok, il faut que j'aille sur les réseaux et que je crée le meilleur contenu du monde parce que personne va vous voir. Donc il faut aller interagir. Et ensuite, pour créer du contenu, et c'est simple en fait, enfin, il faut 3 types de contenu. Le premier type de contenu, c'est ce que j'appelle le contenu visibilité. Donc, c'est vraiment celui qui va attirer des inconnus, donc votre cible à vous. Donc là, pour intéresser les gens,
Il n'y a pas de secret, il faut parler d'eux. Donc, parler de leurs problématiques, proposer-leur des solutions. Donc, par exemple, t'es monteur vidéo, fais des posts. Alors, ça dépend qui tu cibles, mais imaginons tu cibles quelqu'un qui n'a pas le temps, joue sur ce côté-là, les bénéfices que tu as quand tu délègues et que tu as un entrepreneur qui n'a pas le temps, par exemple. Enfin, vraiment jouer sur les bénéfices, les douleurs. Deuxième type de contenu, c'est les contenus engagement. Donc là, c'est les contenus un peu plus personal branding où vous allez partager votre parcours, votre expérience. Ça fait combien de temps que vous faites du montage vidéo? Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que vous avez réalisé? C'est quoi votre vision sur votre vision future du marché, par exemple? Enfin, vraiment de partager un peu son opinion. Et puis le troisième type de contenu, celui qui fait vendre, c'est le contenu expertise. Et là, c'est le moment où vous allez partager vos créations, les avant-après, les témoignages de vos clients, les études de cas, comment vous avez réalisé telle vidéo, comment vous avez pensé à telle direction artistique. Enfin, vraiment de partager vraiment le côté cas d'études vision, un peu. quoi. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, c'est trop bien. Du coup, ça donne plein d'éléments, on va dire, pour pouvoir, on va dire, se mettre au travail et accoucher, j'ai envie de dire, tu vois, de contenu. Parce que, pour moi, je trouve que quand t'as pas l'habitude, tu vois, c'est quand même un effort, tu vois, c'est un muscle, en fait. Tu vois, oui, en fait, c'est un muscle. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Et il y a aussi le problème de l'authenticité, entre guillemets, dans le sens où, toi, tu dois, pareil, le voir beaucoup, mais en fait, au bout d'un moment, il y a un peu des trends, on va dire, de personal branding où, tu sais, c'est toujours les mêmes hooks qui reviennent. Je pense surtout aux plateformes textuelles, donc LinkedIn et Twitter, tu vois toujours les mêmes patterns où tu te dis, bon, vas-y, frère, je vais pas ouvrir ton thread parce que là, c'est le 48e que je vois sur l'IA ou les cryptos avec exactement le même angle et tout, plus tous les gens qui se copie-collent entre les langues et tout. C'est compliqué, je pense qu'il faut garder une certaine dose d'authenticité aussi. Ouais, c'est super important. Mais en plus, là, tu dis ça, je vois typiquement franchement, c'est sur Twitter le pire, je pense. Parce que l'algo, une fois que... Enfin, tu vois, si t'as le malheur de cliquer sur un ou deux threads qui se ressemblent un peu, après, il te balance que des mecs qui font la même chose, genre c'est des copier-coller. T'en veux plus. Donc, c'est abusé. Mais en fait, le contenu, c'est une dose. Hein. C'est un équilibre à trouver entre des contenus structurés. Quand vous faites des études de cas, forcément, il faut que ce soit structuré. Mais les contenus plus personal brand, en fait, le mieux, c'est quand ils sont spontanés. Enfin, et pareil, les hooks, alors ça, c'est le gros sujet à chaque fois, la création de contenu, les hooks, machin et tout. On rentre dans une ère. D'ailleurs, je vais sûrement faire une vidéo prochainement, mais il y a un peu un bouleversement de la société de la création de contenu où les gens... y a une crise de la confiance. Et aujourd'hui, les gens on est bombardés d'informations en permanence. On rentre dans une ère où, surtout dans le monde occidental, les gens, ils ont besoin de se détoxifier des réseaux, du contenu, tout. De son téléphone, bref, tout. Du coup, je pense que les créateurs de contenu qui vont réussir à l'avenir et même les prestataires qui veulent se faire voir, c'est ceux qui vont aller plus dans la profondeur. Enfin, on en a marre des hooks superficiels. C'est à part pour attirer vraiment de la masse qui ne sera pas qualifiée, ok, mais si vous voulez vraiment vendre et faire la différence, cherchez pas. En fait, pour moi, la création de contenu, il n'y a pas de recette. Encore une fois, tout doit partir de soi. Alors, il faut les bonnes questions, il faut les bonnes directions, mais ça ne sert à rien de copier, tu vois, les templates de titres. Ouais. Pour moi, ça, c'est inutile, quoi. Enfin, c'est bon. Tout le monde le fait. C'est pour inspirer, mais pas pour recopier. Pas pour reprendre tel quel. Ouais. Et c'est ça, ce qu'on disait au tout début aussi, c'est qu'il vaut mieux... aller chercher la profondeur, effectivement, et avoir, et du coup, ne cibler, en fait, que peut-être 1000 personnes faire que 1000 impressions, mettons, sur LinkedIn, mais qui vont vous apporter, en fait, 500 MP, quoi, versus faire un hook à la con qui va peut-être faire plus d'impressions, plus d'engagement, plus de reach sur le post, mais qui vous apporte rien, en fait. Derrière. Ouais, c'est une question de choix. Mais tu sais que j'ai un client que j'ai accompagné en coaching, moins de 500 abonnés, il est parti de zéro en un mois. En un mois, il a fait 3-4 000 euros. Incroyable. Est-ce que ça, c'est trop bien. Est-ce que tu as des exemples pour donner des ordres de grandeur? Parce que je suis sûr que là, il y a des gens pareil, qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ont peut-être 100, 500, 1000 ou des milliers même d'abonnés, tu vois, et qui se disent, mais impossible, moi, que je vive, tu vois, Bien sûr que si. de mon activité, etc. Mais en fait, il y a des gens... Ça rend fou d'ailleurs parfois, parce que, et surtout quand on compare à des créateurs de contenu, et moi ça me fait péter un plomb, l'inverse aussi parfois, c'est des gens qui ont énormément d'abonnés ou de reach, et qui monétisent très mal parce que soit c'est dû à leur niche, soit juste parce qu'ils le font pas bien. Et à l'inverse, t'as des gens, genre ils font 3000 vues sur YouTube et ils font des chiffres, ils font 200 000 par mois, tu vois. Ah ouais, 100%. Donc est-ce que t'as des exemples un peu comme ça Et ben là, je vais prendre l'exemple du coup d'une personne que j'ai accompagnée récemment, qui s'appelle Louis, qui est sur Twitter, et qui lui avait 500 abonnés sur Twitter, et en gros, il s'est mis dans le coaching justement pour les monteurs vidéo. Et du coup, en fait, lui, sa force, c'est que justement, il était extrêmement authentique, et il était très transparent avec son audience. Donc, avec 500 abonnés, en fait, il avait une communauté engagée. Tu vois, des gens vraiment qui le suivent, qui commentent, qui vont voir ses vidéos YouTube, qui lui envoient des messages, enfin, vraiment un engagement. Et du coup, quand il a sorti
son offre de coaching, forcément déjà les gens avaient confiance. Et surtout, donc nous, comme on a fait, c'est qu'on a vraiment restructuré, comme je l'ai dit juste avant, avec les 3 types de contenus. Donc vraiment aller travailler sur les problématiques de sa cible. Et du coup, sa cible, regarder les contenus en mode, purée, il me comprend, genre. Il sait ce que je vis, il sait comment m'aider, etc. Plus un petit peu de contenu... relatable. Exactement. Et puis important. avec du contenu aussi à valeur ajoutée. Je sais que ça, on en entend tout le temps parler, le contenu à valeur ajoutée, blablabla. En fait, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui font du contenu à valeur ajoutée, mais qui sont trop généralistes et qui sont pas applicables. Si vous voulez être pertinent, surtout dans un personal brand business, il faut rendre vos posts applicables. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Louis. Et puis, beaucoup d'études de cas, beaucoup de témoignages. Montrer aussi comment il accompagne ses clients. Tu vois, de faire des posts sur voici comment j'accompagne mes clients. En fait, ça rassure son audience et ça suscite de l'intérêt. Et donc, Louis, avec 100 abonnés, lui, c'était au bout de un mois aussi, je crois, 2 mois. Il était full. Voilà, il était full en coaching. Et là, ça fait des mois, on a fini le coaching, il est full tous les mois. Ça veut dire combien de chiffre d'affaires, par exemple Lui, là, en coaching, il est limité. Je pense qu'il doit être à 3000. Je pense qu'il doit être à 3000. Par mois, du coup. Ouais, par mois. Avec 500 abonnés. Voilà, c'est ça le truc. Ouais, 100%. Le nombre d'abonnés ne veut absolument rien dire sur la monétisation. Et il y a des gens qui ont 30 000 abonnés et qui font pas 3 000 par mois. Ah ouais, il y en a beaucoup. Donc, ok, incroyable. Et du coup, on parlait juste avant, enfin, du coup, j'arrête pas de faire des rewinds. C'est parce que les questions me viennent, en fait, quand je repense à ce que tu me disais. Mais aujourd'hui, du coup, tu as une équipe de combien de personnes? Est-ce que tu travailles finalement plutôt seul maintenant que tu as fait ce switch et que tu as arrêté la partie agence de ton activité? Ouais. Là, ça a été toutes mes prises de décision de je veux pas faire de start-up, je veux pas faire de boîte, je veux pas avoir d'équipe. Tu optimises solo pour la liberté. Ouais, vraiment. Et du coup, actuellement, j'ai une assistante qui est une des meilleures choses qui me sont arrivées dans mon business. En fait, c'est simple, quand tu peux pas déléguer ton travail, en fait, c'était simple. Je voulais pas déléguer mon contenu, je voulais pas déléguer mes prestations. Il fallait que je délègue tout le reste, donc plutôt trouver une assistante. Ouais. Donc là, j'ai une assistante. C'est game changer pour. Ah ouais. Donc c'est surtout elle qui m'entoure. Et puis forcément, quand je reprends les podcasts, il me faudra un monteur. Parfois, je travaille, tu vois, avec des copywriters pour certains besoins, mais. Est-ce qu'il te faudra un media maker aussi? Auquel cas, on met un deuxième lien créatif de ton description. Oui, aussi, ouais, les media makers, ouais. Est-ce que tu te sens prise en otage là? Non, mais c'est vrai. On mettra que si c'est d'actualité. Voilà, je suis quand même sympa. Non, mais c'est sûr, hein, mais ce sera pas pour tout de suite. Ok, trop cool. C'est quoi tes inspirations un petit peu Est-ce que tu as des figures ou des personnalités, on va dire, dans ta thématique, que ce soit vraiment personal branding ou autre, mais qui t'inspirent, on va dire, qui te servent un peu de modèle? Et c'est la question plus générale que je voudrais te poser avec ça, c'est vers où est-ce que tu voudrais aller Donc là, on a compris, tu cherches toi à garder ta liberté plus que construire quelque chose d'énorme ou chercher la sécurité avant tout, etc. Donc, où est-ce que tu as envie d'aller? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Déjà, les inspirations, c'est marrant parce que je suis dans un milieu très business où, tu vois, je vends du personal branding, mais ce que je fais avec mes clients, c'est que je les enrichis. Tu vois, donc c'est quand même très business. Mais moi, j'aime pas le business. Hein. Mes inspirations sont pas du tout liées à l'entrepreneuriat. Genre, j'admire pas des entrepreneurs, etc. Donc mes inspirations sont plutôt... je sais pas, d'ordre philosophique, spirituel, musical. Enfin, j'ai vraiment, en fait, je pense que c'est les profils créatifs, tu vois. Genre, tu trouves tes inspirations de plein de domaines différents. Et à terme, j'ai beaucoup d'ambition. Je pense que mon podcast va être extrêmement important. Pour moi, en tout cas, je veux vraiment faire un média à terme. Je pense qu'au niveau du business, j'interviendrai beaucoup plus en tant que consultante pour vraiment des personnalités assez élevées ou des institutions où... Tu vois, là, en ce moment, je commence à mettre un pied dans certaines grosses industries et ça me plaît. Donc, vraiment intervenir sur des stratégies de marque. Et après, tu vois, j'ai plus des projets, mais vraiment diversifiés. Genre, pourquoi pas un jour écrire un livre? Pourquoi pas un jour tout arrêter, devenir prof? Ok, ouais, t'as plein de choses, quoi. Ok. Et donc, en fait, finalement, entre le podcast que tu veux vraiment construire un média comme tu veux construire un média et là, tu me dis que tu touches... dans certaines industries, tu travailles sur les marques, donc sur le branding et non plus le personal branding, du coup. Ouais, c'est revenir sur du branding plus large, quoi. Et puis j'ai envie de m'éloigner aussi un petit peu de la sphère business pure et dure parce que pour moi, ça manque de sens. Tu vois, genre, je pense qu'en fait, au début, forcément, quand on se lance, c'est normal, on se lance toujours pour des raisons de survie, pour quitter son salariat, pour se faire des revenus, etc. Et je pense que là, je rentre dans une phase de ma vie où je veux surtout du sens. Et tout ce qui est lié au business pur, faire de l'argent, non, ça me saoule un peu. Je veux plutôt aller chercher de l'impact. Donc vraiment aller travailler avec des personnalités ou des marques vraiment qui ont un sens et vraiment aller optimiser et exploser ça. Et tu vois.
C'est magnifique. C'est un beau mot de conclusion. Top. J'ai 2 dernières questions avant de clôturer ce magnifique épisode. Si tu devais donner un seul conseil à la Céline d'il y a de Oula. 2018, juste avant que tu te lances en e-commerce et que tu testes tout ce que tu fais ensuite, ce serait quoi? En vrai, là, le premier qui me vient en tête direct, c'est un peu bateau, hein, mais c'est fais-toi confiance. Parce que, ouais, fais-toi confiance. Parce que t'es là, tu paniques, je vais jamais m'en sortir. En plus, le monde va tellement vite et tu te dis, je vais pas y arriver, il y a trop de trucs et je suis en retard. Et non, en fait, enfin, moi, en tout cas, mon conseil serait fais-toi confiance. Après, je sais pas si tu veux un conseil plus technique, mais je pense que c'est important que les gens juste se fassent confiance. Tu penses que ça aurait changé quoi? Tu serais allé plus vite ou t'aurais Je pris sais plus de pas. plaisir, peut-être? Ouais, moins paniquer, en fait. Ouais. Parce que ça se sent quand on est dans le désespoir. Tu vois, le e-com, je pense que ça n'a pas marché pour moi parce que j'avais un mauvais rapport à l'argent, j'avais peur d'investir, j'avais peur de manquer, j'avais peur de plein de choses, tu vois. Et quand je me suis lancée dans la com, ça a explosé au bout d'un mois parce que j'avais plus ces barrières limitantes-là, tu vois. Je pense que ça joue énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pense. Ok. Et du coup, t'avais un autre conseil plus technique ou pas? Plus technique. T'es pas obligé, hein, je j'en ai un conseil, c'est un très bon conseil. Faites-vous confiance. Conseil C'est une bonne technique. leçon. Quand je réfléchis. Franchement, j'ai pas trop de conseils techniques de la moi de 2018, mais pour ceux qui se lancent, je dirais que c'est extrêmement important de simplifier en fait, enfin de une seule chose, une cible, une offre, un tunnel d'acquisition. Vous dites pas qu'il faut que vous soyez partout en même temps, Insta, TikTok, YouTube. Faites petit à petit, un par un. Je pense que quand on commence, c'est extrêmement important de vraiment la règle du one, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. On peut faire un petit bond de côté pour parler de ça. C'est quoi ta plateforme préférée et pourquoi? Enfin, tu penses est-ce qu'il y a une plateforme qui est meilleure que les autres en fait pour développer son personal branding ou une sur laquelle c'est plus dur que les autres ou plus simple? En vrai, aujourd'hui, toutes les plateformes, en fait, tu peux développer ton business sur toutes les plateformes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins cette segmentation de sur TikTok, c'est les bébés, sur Instagram, c'est les jeunes, sur LinkedIn, c'est les cadres quarantenaires. Aujourd'hui, tout est très dispersé. Donc, encore une fois, pour moi, ça part de soi. Il faut choisir la plateforme sur laquelle on est à l'aise et là où il y a la cible. Donc, il n'y a pas une plateforme qui est meilleure que l'autre. Après, pour moi, c'est extrêmement important. Encore une fois, je suis très psychologue, mais tout doit partir de vous. Si vous êtes une personne introvertie, vous allez exceller dans l'écriture. Donc, plutôt sur du Twitter, du LinkedIn. Si vous êtes quelqu'un d'extraverti, vous allez beaucoup plus transmettre votre énergie en vidéo. Donc, privilégiez plutôt les visuels, les vidéos. Donc, tu vois, c'est aussi ça à prendre en compte en fonction de sa personnalité. Trop bien. Est-ce que tu as un livre ou un contenu, on va dire, à recommander, on va dire quelque chose, on va dire que là on va dire enfin, on va dire voilà, n'importe quoi. En fait, j'ai pas envie de te limiter, tu vois, juste un livre ou un film ou n'importe quoi, mais est-ce que tu as une œuvre, disons, qui t'a beaucoup inspiré soit dans ta vie perso, soit dans ta carrière, parce que on n'a pas trop parlé du côté perso au final, mais voilà, t'es passé par plein de phases, etc., pour arriver à être à l'aise aujourd'hui, prendre des décisions difficiles comme on en a parlé, etc. Est-ce qu'il y a, tu vois, une personnalité, une œuvre Wow, il y en a tellement, je lis que tu pourrais énormément. recommander? Si t'as une œuvre à recommander. Pour la vie personnelle, je dirais le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui permet vraiment de se comprendre soi et du coup de comprendre les autres et de casser beaucoup de blocages. Et vraiment, il y a un avant-après quand tu lis, tu vois, ce genre de livre. Et pour le business, je dirais classique, hein, mais Alex Hormozy, 100 millions offerts. Ok. Ouais. Tu l'as lu? Ouais. Ah, j'ai pas lu encore. C'est bien. Ouais? Ouais, j'ai pas lu. Non, mais entre-temps, C'est il en a honteux. sorti un autre. Ouais, non, merde. ça, c'est le premier. Bah, je sais pas, en fait, vu que je sais pas. non, Je pense que j'ai eu le truc très, très vu que je savais que tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais je veux dire, voilà, que tout le monde allait le lire, etc. Je me dis, incroyable. c'est. Il est très, très fort. J'ai l'impression de pas avoir de edge à lire. J'aime bien, moi, lire des livres, justement, que personne lit. Oui, Parce que oui, je mais me moi dis, aussi. comme ça, si t'apprends un truc dedans qui est stylé, bah, ça te fait voilà, un avantage concurrentiel, tu vois. Non, franchement, je le recommande, surtout que dans son livre, en fait, sa force, c'est qu'il arrive vraiment à simplifier des choses très complexes. Ouais. Donc, qu'on débute ou qu'on soit très avancé, le livre, il est vraiment top. Trop bien. Bah, Céline, merci beaucoup. J'espère que l'exercice t'a plu. Bah, bien sûr. Question que je pose à tous les invités aussi, mais c'est maintenant que voilà, tu as pu performer sur ce très bel épisode. Voilà, donc je te remercie encore une fois d'être venu, mais est-ce que tu penses à quelqu'un que je devrais inviter ici même, dans ce beau studio, plateau tout blanc? Oh, c'est dur. Attends, faut que je réfléchisse. Tu peux réfléchir, tu as le droit, tu es autorisé.
C'est la passe D. Ah, je suis désolée, L'instant je vais passe D. mettre du temps à Faut que je crée réfléchir. un jingle passe D. Attends, faut que je réfléchisse. Un profil créatif. Il te faut un profil créatif. Soit un créateur, une créatrice de contenu. En fait, quelqu'un qui vit des réseaux sociaux. Donc, soit créateur, créatrice, soit quelqu'un qui travaille avec ces gens-là. Soit quelqu'un qui a un profil un peu entre deux comme toi. Bah, c'est pas une personne que je connais personnellement, mais qui serait extrêmement intéressant sur ton podcast. C'est Tony NVS. Ok. Tu vois, c'est qui? Non, mais je Il crois est que sur je... Instagram. Ok. Il est très... Je vois de nom, mais je suis pas du tout. Donc, ok. Qu'est-ce qu'il Bah, de base, il était très business. Tu vois, un peu comme Antoine BM. fait? Ok, bah, je vois très bien. Voilà. Bah, voilà. C'est un peu le même positionnement, mais là, dernièrement, il a Antoine Bem. eu... Quel crack, j'aimerais trop l'avoir, Antoine Bem. Ouais, bah, c'est vraiment le même, Ok. la même catégorie. Trop bien. Et là, dernièrement, il a eu un gros déclic justement avec la création de contenu, etc. Donc, je pense qu'il aurait des choses intéressantes à dire. Trop bien. Merci beaucoup, Céline, encore une fois. Avec plaisir. L'épisode était un peu décousu, mais j'espère que ça t'a plu. C'était très fluide et méga intéressant surtout. Donc j'espère que ça aura donné soit des clés voilà, à certains et certaines d'entre vous pour se lancer, on va dire, et peut-être commencer à développer votre personal branding, soit juste kiffer, à en apprendre plus sur le parcours de quelqu'un que je trouve personnellement inspirant sur plein d'aspects. Donc merci d'avoir écouté, d'avoir regardé. On se retrouve très prochainement sur un nouvel épisode de Solo Créa. Des bisous. Merci beaucoup. Merci à toi.